Ok, combien est-ce que tu aimerais toucher? Il y a des gens qui disent 2000, 3000. Mais pourquoi tu dis pas 50 000, 100 000, 200 000? Ce que certains psychologues n'arrivent pas à faire aujourd'hui en un an avec des clients. J'ai réussi à le faire en 3 mois. Je suis vraiment content de ça et je me dis qu'en réalité, à partir du moment où tu enlèves cette case limite, tu sais qu'en travaillant sur toi et en travaillant aussi sur ton mindset, tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'en suis persuadé. On est tous des êtres illimités. On se retrouve pour une nouvelle Obsession en compagnie d'un invité spécial qui n'est autre que Kenzo Hassani. Kenzo, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien toi. Ouais, nickel, la forme. Je te remercie de m'accorder ton temps. Merci à toi. On va te présenter sans plus attendre. Tu es formateur coach en neurosciences, soft skills et aussi expert en programmation mentale et ancien sportif. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a quelques petits trucs entre temps, mais en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Super. Bah, on y vient. De toute façon, la première question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous décrire ton parcours professionnel, ton parcours sportif, en gros, ce qui t'a amené à devenir Kenzo? Je commençais par du management, ensuite j'ai fait de l'informatique. J'étais dans l'informatique. À ce moment-là, j'ai fait tout ce qui est système et réseau. Hein. C'est-à-dire qu'on programme les ordinateurs. On programme les ordinateurs, on fait en sorte de les mettre en réseau, de faire en sorte à ce qu'il y ait une infrastructure qui fonctionne. Ensuite, est arrivé le moment où on a rencontré la musique. Donc là, à ce moment-là, au début, c'était responsable de boutique, du coup disquaire, ensuite organisateur d'événements, ensuite DJ, et en parallèle, on faisait un peu de danse. Ensuite, on a rencontré le basket. Donc là, on a fait du basketball, effectivement. Avant, on avait fait encore d'autres sports, notamment le handball, le karaté, le kung-fu, la natation. Ensuite, après, je suis arrivé en Île-de-France. En Île-de-France, j'ai commencé le coaching. J'ai continué le management. Je faisais aussi de l'informatique. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? DJ, en fait, j'ai repris mon activité DJ quand j'étais ici. Donc, j'ai commencé à mixer pour des soirées, pour des événements privés. Et après, là, on a rencontré l'univers du coaching, du développement personnel, de la programmation mentale, etc. Donc là, après, là, j'ai commencé à me perfectionner beaucoup plus du côté du coaching. Et ensuite, après, j'ai fait de la formation, comme là, tu vois, actuellement. Donc là, c'était de la formation. Et maintenant, on est là. Grâce à Dieu, tout va bien. Tu as fait énormément de choses, et même encore à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas comment tu fais pour dormir parce que tu fais énormément de choses. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a amené finalement à ce milieu-là, de la formation, du coaching? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, on va dire que au début, en fait, c'était un peu délicat avec les cours, avec l'école. Parce que ça se passait très bien. J'avais de très bons bulletins de notes. Et à un moment donné, en fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois, tu connais nos parents. On doit arriver jusqu'au bac. Dès qu'on a le bac, c'est très bien. C'est synonyme de réussite. Et après, on doit se focaliser sur des études supérieures, tout simplement. Moi, ce qui s'est passé, c'est que dans ma vision, il n'y avait que le bac. L'après, c'était délicat, en fait, de le voir. Et j'avais besoin de modèles. Et à ce moment-là, en fait, les seuls modèles que j'avais, c'était mes parents. Sinon, après, j'avais des modèles qu'on voit dans les films, hein, bien entendu. Et je me voyais pas vraiment exceller dans les études. J'avais pas vraiment trouvé ma voie. Et pour moi, il y avait quelque chose d'autre avant qui devait être solidifié. C'était tout ce qui était lié aux compétences personnelles, compétences comportementales, euh, comment bien mémoriser les choses, comment gérer son stress, comment parler aux gens. Et ça, c'est des choses que je trouvais pas à l'école, tu vois. Et en parallèle, il y avait des choses que j'aimais. Donc le handball, le karaté, le kung-fu, le basketball, c'était des choses que j'appréciais vraiment. Et je voyais qu'il y a une possibilité d'aller beaucoup plus loin. Maintenant, mes parents n'étaient pas OK pour que je démarre une carrière de sportif pro, etc. Donc en fait, on allait jusqu'à la limite. Et dès que les contrats toquaient à la porte, on disait, bon, les parents sont pas OK. Donc on va changer de sport et ça va être OK. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'avais vraiment besoin de ça. Et c'est quand je suis arrivé, je crois que j'étais en BTS, à un moment donné, je voyais que j'ai parlé aux inconnus, c'était délicat. Prendre la parole en public, c'était délicat aussi. Je bégayais. J'étais pas chaud en lecture. Franchement, j'aimais pas lire des livres du tout. Et à un moment donné, on me disait, oui, si tu veux réussir, faut arriver à parler aux personnes, faut te connecter aux autres, faut faire du réseau, faut lire des livres, faut apprendre d'autres choses. Je dis, ouais, mais ça, on l'a pas dans le système scolaire, tu vois. Pas du tout. Et du coup, ce qui s'est passé, on est sorti un peu des rangs. Donc, ça veut dire que je suis allé rencontrer des entrepreneurs, je suis allé rencontrer des millionnaires, des personnes qui excellaient dans leur niveau. Je leur ai demandé, en fait, où est-ce qu'ils avaient appris tout ça, parce que à l'école, il n'y a pas ce que je recherche, en fait. Tout ce qui est lié au savoir-être, comment se comporter, etc. Et j'étais toujours fasciné par une chose, c'est que les sportifs de haut niveau, c'est des personnes qui sont capables de gérer beaucoup de stress, d'être dans la performance. Ils ont échoué un nombre incalculable de fois, mais ce qu'on retient d'eux, en fait, généralement, c'est les réussites.
sauf pour ceux qui ont fait que échouer, tu vois. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ces personnes-là, ils avaient des préparateurs mentaux, ils avaient des nutritionnistes, ils avaient des agents, ils avaient des personnes qui étaient chargées des relations publiques. Et je me suis dit, mais eux, ils ont ça, nous, on n'a pas. Aucun problème. Et bah, de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes. Je suis allé, ça m'a fait rencontrer des coachs connus sur le plan international. Anthony Robbins, Eric Thomas, Darren Hardy, Oh, des personnes que j'ai vues. En France, il y a David Laroche, Franck Nicolas, toutes ces personnes-là, je les ai rencontrés aussi. Je me suis rendu compte que, ok, en fait, il y a autre chose qui se passe en dehors du système qu'on nous montre d'habitude. Et moi, c'était vraiment ça que j'avais besoin de perfectionner. Donc, du coup, au début, je l'ai fait pour moi. J'ai pris énormément de notes, j'ai appris énormément. Je me suis déplacé à l'étranger aussi pour apprendre. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, ces choses-là, elles sont là, elles existent, mais c'est juste que, euh, en fait, si t'es pas connecté au bon réseau, tu peux pas y avoir accès. Et au moment, en fait, où j'avais commencé ça, le développement personnel, c'était pas quelque chose de très connu, ouais. tu vois. Fallait aller à la Fnac, fallait trouver le bon rayon, etc. Et ensuite, tu chopais le livre, tu savais que tu avais la connaissance, tu rentrais chez toi, tu te formais. Là, aujourd'hui, c'est différent, c'est beaucoup plus démocratisé. Et ce qui s'est passé, c'est de fil en aiguille, j'ai appris pour moi, des personnes ont vu le changement chez moi. Ils ont vu qu'aujourd'hui, je peux parler devant une scène avec 200 personnes, 500 personnes, c'est quelque chose qui est naturel, que j'aime vraiment faire aujourd'hui. Et bah, de fil en aiguille, après, des personnes qui m'ont tout simplement, en fait, ils m'ont demandé, OK, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as fait pour passer ce gap-là? J'aurais donné des skills, des tips. Et ensuite, je me suis mis à accompagner une personne, ensuite deux personnes, ensuite 5 personnes. J'ai vu que 5 personnes, 10 personnes, c'était pas mal. Et après, j'ai rencontré qui? J'ai rencontré des personnes qui aujourd'hui sont pour moi des mentors. Ils m'ont appris certaines choses. J'ai vu qu'on pouvait guérir des personnes sur le plan du mental. J'ai commencé à mettre ça en pratique pour moi. Ensuite, j'ai vu que c'était possible pour d'autres personnes. Je les ai accompagnés. Et après, derrière, chemin logique, la formation. Donc, des groupes de 10, 12 personnes que je prends, que ce soit en présentiel ou alors sur Internet, en visioconférence. Et ensuite, je les fais travailler. Ok, Et nickel. aujourd'hui, on est là. Waouh. Bon, quel parcours. Et du coup, tu sais, on dit souvent que derrière un déclic se cache soit une tragédie, soit une inspiration. Moi, ma question, Kenzo, La phrase, elle est vraie. moi, tu m'as déjà cramé, où je voulais en venir. La question que j'ai à te poser, Kenzo, c'est qu'est-ce Ouais. qui se cache derrière ton déclic? Qu'est-ce qui se cache derrière mon déclic? Euh, Il y en a eu plusieurs des déclics. Hein. Oh! Qu'est-ce qui a fait vraiment que voilà, t'as commencé à imploser de l'intérieur et tu t'es dit là, faut que je change. Ouais. Le plus gros déclic, ça a été... c'était en 2000... En 2000... Oh, 2013. Ouais, 2013-2014. Déclic, c'était que j'étais dans un cursus qui me nourrissait pas, en fait. Je faisais des choses, je les faisais bien, certes, mais ça me nourrissait pas à l'intérieur. Intérieurement, j'avais besoin d'autre chose. Et c'était pas tant des compétences techniques dont j'avais besoin, c'était vraiment des compétences humaines. Tout ce qui est lié à la confiance en soi, la maîtrise, comment bien se comporter, comment bien parler aux gens, comment arrêter de bégayer, euh, comment faire ensuite pour adopter des bonnes stratégies de réussite. Parce qu'il y a des personnes qui réussissent, c'est bien, mais il y a aussi des personnes qui échouent. Et quand tu échoues, à un moment donné, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans ce que je fais. Et en fait, ouais, c'était quand j'étais en BTS. En fait, tu sais, c'est le moment où tu en as marre, d'en avoir marre. Et en fait, je suis le grand frère d'une fratrie de 4. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si moi, j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs, mais qu'est-ce que je vais faire pour mes frères et sœurs, en fait? Et encore pire, qu'est-ce que je vais faire pour mes enfants? Ça va être chaud, en fait. Parce que quelque part, ils vont faire la même chose que j'ai fait. Parce que mon éducation va me ressembler, et ils vont faire la même chose que moi. Mais je veux pas que mes enfants, à un moment donné, ils arrivent à un moment donné où ils se disent, ah mais papa, comment est-ce qu'on fait dès qu'on a un problème comme ça, en fait? Je me suis dit, non, là, c'est chaud. Et je voyais mes parents m'ont donné énormément d'enseignements. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais confronté du fait que je rencontre un environnement qui est différent du leur, ouais. Et en fait, c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis rendu compte que déjà, le changement, c'est primordial. On est dans un monde qui change tout le temps. Donc, si t'es pas bon au niveau du changement, c'est chaud. T'es dans un monde qui évolue et t'es dans un monde où il n'y a pas que des bonnes choses aussi. Il y a des choses un peu moins bonnes. Donc, en fait, il faut être préparé à toutes ces choses-là, là. Tout ce qui est de l'ordre de la croissance, du changement et de la crise. Et j'ai vu que j'avais pas forcément ça. J'avais des codes, mais je voyais que c'était compliqué de les mettre en application dans mon environnement. Donc je me suis dit, ouais, non, là, c'est chaud. Du coup, j'avais rencontré un de mes anciens mentors qui s'appelle Michel. Alors lui, c'est simple, lui, il avait tout pété
dans les franchises de sport, dans les franchises de salles de sport. Et je dis, mais comment tu fais? Et il me donnait des skills, des tips, et j'ai l'impression qu'il parlait chinois, en fait. Je dis, non, mais je parle pas ta langue, c'est pas possible. Et il monte à Paris, il me donne rendez-vous. Et je crois que c'est l'une des premières personnes qui m'a emmené, en fait, à rencontrer des personnes et parler à des inconnus. C'était lui, l'une des premières personnes. Et en fait, quand j'ai commencé, il s'est rendu compte que je m'arrêtais pas, je m'arrêtais pas, je m'arrêtais pas. Et à un moment donné, il s'arrête, il dit, OK, là, c'est bon, la première barrière, elle est passée, mais maintenant, il faut que tu ailles plus loin que ça. Je dis, ouais, mais non, là, ça va pas, là, tu me demandes de faire des choses, là, non, je peux pas arriver comme un commercial, pitcher des boîtes et tout, c'est chaud. Il me dit, si, tu peux. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me met dans la piscine. Vas-y, fais-le. Il me dit, ouais, mais là, t'as un rendez-vous tout à l'heure, là. Oh! C'était chaud. Mais ça l'a vraiment fait. C'était lourd. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond encore. Et à ce moment-là, en fait, lui, il devait partir à Londres, rencontrer des coachs, rencontrer aussi un coach qui s'appelle Anthony Robbins, qui fait partie, c'est le meilleur coach actuel au monde, tu vois. Ouais, il a coaché Obama, Kobe Bryant, enfin, il a coaché trop de monde. Et quand il part pour aller le rencontrer là-bas, il me dit, bah écoute Kenzo, là, on part, donc c'est simple, tu vas là-bas, tu changes ta vie. Alors moi, les textes comme ça, les phrases toutes dites comme ça, non. Juste ça, c'est du marketing. Tu changes ta vie en un voyage. Non. C'est un film. Ouais, c'est un film. Il dit, non, mais Kenzo, tu vas là-bas, tu changes ta vie. Je dis, ok. Ok, t'as changé ta vie, c'est très bien, mais je fais un voyage pour rencontrer quelqu'un, je paie ma place pour le voir, je vais être au fond de la salle, je vais changer ma vie. Ok, ça marche pour certains, sûrement. Moi, je n'étais pas convaincu. Et en fait, ce qui s'est passé, le déclic, c'est que, ouais, c'était, alors c'était le lundi, on devait partir le jeudi. Le lundi, il y a une personne de nos équipes qui peut pas partir pour plusieurs raisons. Son père était malade et il remettait sa place en vente. Quand il remet sa place en vente, il nous annonce le tarif. C'était les économies que j'avais dans mon compte en banque. J'ai dit, mais c'est chaud, ça. Tu sais, c'est le moment où tu te dis, mais pourquoi c'est le même chiffre? Ça pouvait pas être un chiffre rond, c'est 1000 euros, 2000 euros. Non, c'était vraiment le chiffre exact. J'ai dit, non, c'est abusé. Et du coup, Michel qui m'appelle, qui me dit, bon, Kenzo, là, c'est la dernière chance, hein. T'as 24 heures, là. Tu me fais un mandat, t'as la place, machin, c'est moi qui gère. C'est moi qui gère parce que la personne, en fait, avait un imprévu familial et elle pouvait pas gérer l'histoire du billet. Du coup, t'as pas eu de facilité, c'est toi, tu devais t'engager sur le plan financier. Ouais. Ça de toi. Mais t'es étudiant, moi je vois ça, je dis, ouais, mais je vais pas mettre mes économies quand même, c'est une blague. Mais je me dis, mais quand même, c'est chaud. Je vais sur Google, je fais des recherches sur le coach en question. Il y a un détail qui a fait que je suis parti, c'est que la personne en question avait coaché Kobe Bryant et un autre professionnel, tu vois. Donc j'achète la place, je sais pas comment je vais à Londres, je sais pas où je vais dormir, c'est chaud. Je trouve des stratégies, j'arrive à partir à Londres, j'arrive à trouver une chambre d'hôtel à côté de la salle, je me dis, ok, tout est parfaitement aligné, c'est bon. Et en fait, quand j'y vais, je me dis, mais par contre, j'ai pris ma place, mais je vais être devant, hein. Enfin, quand je dis devant, je vais être devant ceux qui sont au fond, parce que c'était un tarif gold, tu vois. Et on arrive à l'endroit de la billetterie, on devait retirer des places, et je vois, ça prend du temps. En fait, tu avais une file indienne par pays. Je te laisse imaginer le nombre de pays qu'il y avait. Il y avait 5000 personnes. Nous, on arrive dans la file d'attente, là où c'était les Français, et en fait, il y a eu un problème, en fait, pour les 2, 3 premières personnes. Moi, je commence à regarder l'heure, je me dis, mais les Néo-Zélandais, ils sont en train de s'asseoir, les Anglais, ils sont en train de s'asseoir, les Portugais, ils sont en train de s'asseoir. On va rêver, on va manger les places du fond. Et moi, je déteste ça. Quand je vais dans un endroit où je vais apprendre, je vais être le plus proche possible pour vraiment bien sentir le truc, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pète un plomb. Je dis, non, mais on va pas attendre 15 ans. Je vois, ça fait déjà 30 minutes, la queue, elle n'a pas bougé. Je vais devant. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a un problème, il y a ci, il y a ça. J'écoute pas, je prends un badge, je pars. Ouais. Je prends le badge, je pars. Je me dis, de toute façon, j'ai pris ma place, donc j'ai le droit d'avoir cette place-là. Et je prends la place, je pars m'asseoir. Et il y avait des collègues qui étaient avec moi, qui me regardent, me fait, tu fais quoi, Kenzo? Je dis, non, non, là, j'y vais, là. On va s'asseoir tout derrière. Attends, déjà, je suis myope, je vais regarder la personne sur l'écran. Non, c'est comme quand tu vas à un concert, faut être devant, c'est devant que ça se passe. On arrive dans la salle, la dame regarde mon billet, regarde mon pass et tout. Elle me dit, ok, venez avec moi. Je dis, bon, ben, je la suis. Elle me dit ça en anglais. Je la suis et je vois qu'on marche dans la salle, on marche. Et ben, à un moment donné, je me rends compte que, en fait, on va devant la scène. Je commence à regarder comme ça, je dis, c'est bien, hein. C'était mieux que prévu. Ah, c'était mieux que prévu. Et du coup, elle m'installe sur les 2 premiers rangs. Je dis, oh, c'est chaud. Du coup, bref, je la fais courte. Le séminaire, la première journée se passe.
Je me dis, c'est incroyable ce qu'il vient de m'envoyer, le mec, c'est incroyable. Du coup, le lendemain, je suis à Oxford. Et là, je me dis, mais en fait, on peut faire ce qu'on veut. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends, tu vois, les cahiers à Carrefour, là, les cahiers bleus, là, qui Ouais, coûtent 1 € les 5. ouais. Je prends un cahier comme ça, je commence à mettre des notes et je mets tout ce que je veux plus faire, là, tout ce que je veux arrêter. Je mets sur la page de gauche et sur la page de droite, je mets tout ce que je veux réussir à faire. Dans les premières lignes, il y avait marqué ne plus avoir peur de parler à des inconnus. Et en fait, à ce moment-là, j'en avais vraiment marre. Que si, quand je suis allé à Londres, c'était vraiment pour faire table rase et passer à autre chose. Et je me dis, ok, là, tout ça, je veux plus le faire. Maintenant, je veux faire tout ce qu'il y a sur la page de droite. Je mets mon cahier dans mon sac, je vais parler à des inconnus en plein Oxford Street. Ah ouais, donc t'as mis en application Ouais, direct, ouais, tu parles. direct. Direct, direct, direct. J'y vais. Bon, je me mange un vent, mais je me rends compte que c'est pas parce que je m'y suis mal pris, c'est parce que j'avais pas de vrai message à passer. Donc, je me mange un premier vent, je me dis, non, mais en fait, la personne, elle m'écoutait. C'est juste que j'avais rien à lui dire, en fait. Et en fait, j'ai fait ça de 16h à 17h10, un truc comme ça. Et j'ai fait que parler à des inconnus. Ça s'est super bien passé. J'ai dit, ok, ça, cette barrière, elle est passée. Maintenant, on va passer aux autres étapes. Et ensuite, ben, j'ai cheminé. Et c'est à partir de ce moment-là là, où ça a commencé Ok. à avancer. Et t'as commencé à réaliser que en fait, ouais, c'était possible. Et, Ouais, ouais. et mon autre question, c'est du coup par rapport à ça, tu me dis si je me trompe, mais là, dans ton cœur de métier, j'ai vu que tu aidais aussi pas mal les femmes. Ouais. Les femmes aussi, si je ne me trompe pas. Et pourquoi en fait? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? En fait, il y a deux choses. Dans un premier temps, ben, spécialement les femmes, tout simplement parce que ce sont, à mon sens, elles qui sont plus ouvertes sur ce genre de problématiques. Généralement, alors, de par les personnes que j'ai rencontrées en tout cas, autour de moi, les femmes sont beaucoup plus ouvertes au fait de dire que je ne sais pas. D'accord, Ok. j'ai besoin d'aide. Et ça, c'est une grande marque d'humilité. Tu vois. Chez nous, les hommes, c'est un peu plus, c'est différent, on va dire. On va se le dire, mais en privé. Une femme peut être à l'aise à dire non, mais écoute, cette compétence, je ne l'ai pas, j'ai besoin de me faire former pour. Chez les hommes, ça va être un peu plus différent. Ça se fait, mais je remarque en tout cas que dans les séminaires de développement personnel dans lesquels je suis, les formations que je suis et même dans les séminaires que je donne, il y a beaucoup plus de femmes en fait. Il y a beaucoup plus d'engagement chez les femmes. Ok. Donc déjà, ça c'est la première raison. Deuxième raison, parce qu'à mon sens, si tu aides une femme, tu aides un foyer. Quand tu aides un foyer, tu aides toute une famille et tu aides à la fois le mari et l'enfant. Donc ça c'est fort. Je me dis, la femme c'est un socle énorme dans un pilier, dans une famille, pardon. C'est un pilier énorme la femme. Et parce que je sais pas, peut-être c'est la clientèle vers laquelle je suis peut-être le plus proche aussi. Peut-être ça. Le développement personnel, qu'est-ce que tu as à répondre aux personnes qui te disent non mais ok, calmez-vous avec votre dev perso, moi j'ai pas forcément envie de me développer, j'ai pas forcément envie de me focus sur, voilà, sur mon évolution, et il n'y a aucun problème avec ça. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces personnes-là Les personnes qui disent qui te disent ouais, calmez-vous avec votre dev perso, on n'a pas tous envie de se développer quoi. ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est très galvaudé aujourd'hui, le développement personnel. Le sport, c'est du développement personnel. La philosophie, c'est du développement personnel. En réalité, tout fait partie du développement personnel, tu vois. La religion aussi, c'est du développement personnel. Ça dépend après à travers quelles lunettes tu vas le regarder. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on met un peu tout dans le développement personnel. Tu vois, on va te dire, oui, il disait tel livre, si t'as pas lu ce livre-là, tu vas pas réussir. Non. À mon sens, il n'y a pas un modèle de réussite. Aujourd'hui, le développement personnel est très galvaudé. On entend plusieurs personnes qui arrivent, qui disent qu'ils sont coachs, qui vont sauver la vie de plusieurs personnes, etc. Il y a ce concept-là un peu du sauveteur qui est très mauvais à mon sens. Mais non, il y a des personnes qui ont très bien réussi, qui n'ont pas fait de développement personnel, hein, mais qui ont eu un parcours. Par contre, oui, il y a un parcours qu'on rencontre généralement, un espèce de parcours type. Les personnes qui arrivent, à un moment donné, il y a une grande crise. Du coup, après la grande crise, il y a un appel. À travers cet appel-là, il y a de l'apprentissage. Et pendant l'apprentissage, ils vont rencontrer des mentors, des compagnons et aussi comment on appelle ça? Ça peut être des élèves ou des personnes qui vont les accompagner pour apprendre aussi. Et après, là, commence la réalisation de soi, etc. Ce qu'on appelle, il y a un livre qui exprime ça très bien, c'est Le voyage du héros. C'est un livre hyper stylé où après on t'explique en fait le parcours en fait d'une personne. Généralement, c'est devenu un modèle aussi dans le coaching, etc. Donc oui, le développement personnel, c'est important. Ça va aider énormément de personnes. Après, faire attention parce qu'il y a développement personnel, celui où tu es dans la vie active, et tu as développement personnel que j'appelle passif, où tu es dans les livres,
plus tu lis, bon, plus tu intègres les choses, mais ça ne veut pas dire que tu vas réussir. C'est juste que tu es en train de lire des histoires qui t'inspirent, tu es en train de comprendre quelques concepts, mais à mon sens, tant que tu ne les as pas mis en application dans la vraie vie, tu n'es pas encore dans ce fameux développement personnel que les personnes sont en train de prôner. Tu vois, c'est comme regarder un match de basket. C'est pas parce que tu regardes un match de basket que tu connais les équipes que tu es un basketteur. Non, il faut aller sur le terrain, il faut aller sur le parquet, il faut prendre la balle, il faut mettre des shoots, il faut mettre des points. Tu es un joueur de basket. Mais si tu es juste à l'étape du spectateur, où tu connais les stats de chacun, chacune, tu n'es pas un basketteur. Tu es un fan de basket, c'est différent. Tu vois. Et à un moment donné, en fait, il y a besoin à mon sens, hein, je peux me tromper, mais pour moi, dans cette dimension de développement personnel, il y a besoin de comprendre qu'il y a un mode actif, un mode passif. Le mode passif, c'est bien, c'est un début, mais ça ne veut pas dire que tu vas créer du résultat dans ta vie. Bah oui, parce que ça me parle, hein, ce que je veux dire. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, tu vas aller d'un point A à un point B, et il y en a qui vont bouffer énormément de livres. Même parfois, ça a été le cas pour moi, je bouffais énormément de livres, mais je me disais, enfin, j'arrive pas à avancer. Mais tu sais, ça, je le sais. Ouais, mais ça, je le sais. Et on me disait des trucs, ouais, mais ça, je le sais. Mais qu'est-ce qui fait justement que t'avances pas, en fait? C'est l'action, tout simplement. Ouais, pour moi, c'est l'action. Parce que c'est vrai, avoir des références, c'est très beau. Même moi, je sais que à la base, je n'aime pas lire. Aujourd'hui, je me mets à faire des formations de lecture rapide. J'ai lu énormément de livres, mais je me rends compte que dans ces livres-là, en fait, c'est qu'est-ce qui est important pour toi. L'idée, c'est pas de se calquer à un modèle, mais c'est de se dire, OK, en quoi ce modèle-là, il peut être bénéfique pour moi. Et à mon sens, des fois, c'est ça, en fait, que certaines personnes n'arrivent pas à faire, ont du mal. C'est qu'ils ont un concept, ils ont un modèle de réussite, mais il faut savoir que dans ce modèle de réussite, il y a une profondeur. Il n'y a pas que les belles choses, hein, il y a aussi les mauvaises choses. Euh, Tu vois, les traumatismes. On peut même parler de traumatisme. Les traumatismes, à mon sens, il y a besoin d'être accompagné pour ça. Tout le monde n'arrive pas à traiter un traumatisme comme ça. Non, c'est profond. Il y a besoin d'un accompagnement, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des coachs, on a des psychologues, on a des psychothérapeutes, on a même des thérapeutes, on a des mentors, on a des tuteurs. Toutes ces personnes-là, ils ont un rôle bien précis, tu vois. Ils ont un rôle bien précis. Et la fameuse phrase où tu lis un livre, tu changes ta vie, ça dépend de ce que tu fais du livre. Parce que dans ce livre-là, il y a des enseignements. Et les enseignements, tu dois te les approprier et les mettre en application pour créer du résultat. Là, oui, ta vie peut commencer à changer. Mais il faut produire le résultat. Il ne suffit pas juste de prêcher, comme on dit, prêcher la bonne nouvelle. Oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, il faut le faire. Il faut que tu comprennes c'est quoi le parcours, en fait. Parce qu'encore une fois, il y a ce que tu as sur le papier et il y a la réalité. Wow. Parce que tu peux avoir la formule, mais c'est quand tu as le résultat qu'on sait que ta formule fonctionne. Tu vois. Exactement, parce que par rapport à ça, il y a tout un océan de coach, hein, que ce soit sur les réseaux ou même voilà, dans la vie de tous les jours. Euh, ils n'ont pas forcément les résultats, mais par contre, quand ils t'apprennent, on a l'impression que tu vois, c'est très, très structuré. C'est ça. Très... Et quand tu donnes la formule, que ça fonctionne, c'est bien, mais quand ça fonctionne pas, c'est là où on voit si vraiment tu es quelqu'un. On peut même prendre l'exemple des coachs sportifs. Il y a une période, les coachs sportifs, on en avait à l'appel. Mais tu vois des coachs sportifs qui sont en surpoids. Il y a un problème. Coach sportif, brioche dorée. Pardon pour le terme, hein, mais tu as la brioche dorée, mais tu es un coach sportif. C'est bizarre. Ah, non, donc oui, tu comprends le concept, tu comprends la logique, mais résultat en fait. Ouais, tu vois. Et c'est bizarre. Et je peux pas... Enfin, après, il y a aussi le facteur du lien, de la relation qui est importante aussi. Mais il y a aussi ça à prendre en compte. Ok, qui est-ce que j'écoute? Ça, c'est une des premières choses qu'on apprend aussi en coaching. C'est qui est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu as en face de toi? Ok, est-ce qu'il a les résultats que tu veux? Parce que des fois, tu as des personnes qui ont le bon enseignement, mais peut-être pas les bons résultats. À ce moment-là, c'est que l'enseignement qu'ils vont te donner, c'est un enseignement qui reste très mental. Ils l'ont pas mis en application. Donc là, après, c'est libre à toi de faire confiance ou pas. Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont très bons pour transmettre. Pour transmettre, tu vois. Ils sont très très bons pour transmettre. Mais si on reste dans un cas de coaching, non, c'est la personne qui a eu les résultats. Hein. Tu as parlé justement de transmission, ça me fait parler à l'hérédité. J'ai envie qu'on passe à l'hérédité maintenant. Justement, le fait qu'une génération transmette des caractéristiques à la génération future. En quoi c'est important de soigner ces mots, selon toi, ces mots psychologiques, ces mauvaises habitudes, ces mauvais comportements, en quoi c'est important quand on n'a pas encore d'enfants? Ouais, ça c'est une question. Oh, ça c'est profond ça. En quoi est-ce que c'est important de soigner ses mots, hein, c'est ça? De soigner ses mots et de ne pas vivre avec et de fonder une famille. Voilà quoi. En quoi c'est important de faire un nettoyage? Ouais. Alors, en quoi est-ce que c'est important? C'est marrant que tu dis ça parce que là, récemment, j'étais à un séminaire où on parlait de ça là sur différents plans. C'était très profond.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, dans un premier temps, sur le plan du mental, il faut savoir que, bon, on va partir d'une base simple. Déjà, tes enfants, ça va être ta reproduction. D'accord? Nos enfants sont nos reproductions. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir les mêmes gènes que nous, les mêmes modes de pensée que nous. Ils vont avoir notre éducation, parce qu'on va leur transmettre l'éducation qu'on a acquise. Ils vont vivre comme nous, ils vont nous ressembler. Donc, ça veut dire que quelque part, tout ce que tu as de bon et de mauvais, bon, de bon et de mauvais, ça dépend après comment on le voit, mais tout ce que tu vas avoir de bon et de mauvais, tu vas leur transmettre. Donc déjà, tu comprends une chose, c'est que si tu veux que ton enfant soit le plus euh, chanceux possible, si tu veux qu'il ait un maximum de chances de réussir, il faut que toi-même, tu t'aies permis d'atteindre ce niveau de chance-là. Ou en tout cas, que tu aies fait un certain travail en te disant, bon, il y a certaines casseroles qui sont là, et c'est important que je les traite. Maintenant, il faut savoir que ça se reproduit à plusieurs niveaux. Généralement, on parle de traumatisme psychogénéalogique. Tu vois, la psychogénéalogie, c'est juste le fait en fait, de transmettre des choses là au fur et à mesure. C'est pour ça que tu vas avoir des familles où tu as un profil. Je t'en donne un au hasard, le profil de la personne très colérique. Tu vas avoir ça à certains niveaux. Ça peut être le grand-père. Et tu vas voir que peut-être le petit-fils. Des fois, c'est le petit-fils qui a le même prénom que lui. Des fois, ça va être, je sais pas, des fois, ça va être sa fille directement qui va avoir son même caractère et qui va avoir ce même problème de colère-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va impacter ses relations, ses finances, sa vie conjugale. Ça va impacter aussi la vie de ses enfants. Ça va impacter aussi son bien-être, les maladies qu'elle va développer. Et à un moment donné, en fait, toutes ces choses-là, bon, à mon sens, le but de la vie, c'est d'être heureux, connaître le bonheur, s'épanouir. J'allais te demander aussi, hein, c'est quoi ton but dans la vie? Excuse-moi, mais là, Ouais, vas-y, vas-y. mais c'est quoi ton but dans la vie, Kenzo? Moi, mon but. Oh! Là, si on commence à sortir la liste des buts, on en a plein des buts. Ah, ok. Donc il y a une liste, il y a toute une liste. Ouais, ouais. Et en grosso modo, parce qu'on voit quand même que tu as pas mal d'impact autour de toi, du coup, c'est quoi? Est-ce que c'est de vivre heureux? C'est de kiffer la life? C'est quoi? C'est toute une liste. Alors, il y a les rêves, tu vois, il y a les rêves, mais après, il y a le but, c'est d'être heureux. À mon sens, hein. Si tu me dis aujourd'hui le but de la vie pour toi, c'est quoi? Moi, je dirais que le but de la vie, c'est d'être heureux et être épanoui, en fait. Ok. Tu vois, le fait de s'accomplir dans une voie où, ok, on sait qu'on a de l'impact, euh, on reçoit, mais on donne aussi, on donne de soi, on fait quelque chose qui nous correspond. On sait que quand on fait quelque chose, ok, là c'est Kenzo qui fait les choses, c'est très bien. On sait qu'en même temps, en fait, on profite aussi avec l'entourage, ça c'est excellent. Et on sait aussi que ce qu'on est en train de produire, ça crée de l'impact dans la vie des personnes. Moi, je trouve que ça c'est stylé. Et le fait de se dire qu'à chaque fois que je rentre chez moi, je dors, bah, je suis en total, je suis en harmonie, je suis en paix, j'apprécie en fait. Est-ce que c'est accessible à tout le monde, à toutes celles et ceux qui le souhaitent, justement, d'atteindre ce bonheur-là? Parce qu'en fait, quand on regarde autour de nous, tu sais, là, on est à Paris. J'ai envie de te dire que voilà, ça court pas les rues, les personnes qui sont épanouies. Qu'est-ce qu'il faudrait, en grosso modo, je te pose des questions difficiles. Non, vas-y. Qu'est-ce qu'il faudrait, en grosso modo, pour avoir justement une vie épanouie? Est-ce que ça part de la psychologie? Est-ce que ça part du travail sur ses habitudes? Ça part de quoi, en fait? Si on veut démystifier tout ça et avoir une vie épanouie à Paris, là, en 2022, comment on fait? Une vie épanouie. Une vie épanouie, pour s'épanouir dans la vie. Tu sais, quand tu me dis ça, là, moi, il y a une phrase qui me vient là. Ça, c'est une phrase de mes anciens qui disait que, en fait, la vie, c'est pas un but à atteindre, c'est un mystère qui est à vivre, tu vois. Et en vrai, la vie, c'est ça. C'est le fait de vivre les moments présents. Parce qu'à mon sens, c'est là, en fait, où tu prends le plus le pied. Après, ça dépend de comment tu abordes les choses, hein. Mais pour moi, c'est ça, hein. C'est le fait d'être présent et d'être connecté avec tout ce que tu fais à l'instant présent, là, à l'instant T. C'est-à-dire que t'es pas en train de penser à demain, t'es pas en train de penser à hier, tu vois. T'es vraiment connecté là à ce qui se passe maintenant. Tu sais, c'est comme dans un jeu vidéo. Quand t'es dans un jeu vidéo, t'es en train de jouer, je prends un exemple, Super Mario. T'as joué à Super Mario? Ouais. Lourd. Lourd. Quand t'es en train de jouer à Super Mario, tu te focalises sur le niveau dans lequel t'es. Tu penses pas au niveau d'avant, tu penses pas au niveau d'après. Même si t'as envie d'affronter le niveau d'après, tu vois. Mais t'es vraiment connecté sur le niveau de maintenant. Et c'est là où tu prends ton pied, tu vois. Quand tu commences à débloquer les niveaux, il y a Yoshi qui arrive, bam, tu vas choper la plume, etc. En vrai, c'est ça. C'est là où le game, il se passe vraiment. Et ça me fait penser justement à la phrase que tu aimes bien dire, et qui apparaît souvent, hein,
quand on voit Kenzo à l'écran sur les réseaux, c'est la vie est un jeu et il suffit de connaître les règles. Ouais, ouais, Est-ce que tu totalement. peux nous en dire un peu plus sur cette phrase-là? Totalement. Cette phrase-là, bah ouais, pour moi, la vie, c'est clairement un jeu. Bon, moi, j'ai grandi avec le jeu Super Mario. C'est un jeu que j'ai froissé pendant des années, tu vois. Et en fait, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un bilan de compétences. En fait, on a fait, avec une conseillère en bilan de compétences, qui s'appelle Noëlla, que je salue, on a fait une rétrospective de toutes les années qui sont passées, depuis la maternelle. Il y a même des choses qui sont venues que j'avais oubliées, parce que j'ai fait de la radio, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la photo, etc. Et en fait, mon bilan de compétences, il commençait à être vraiment épais. Elle me dit, mais t'as fait plein de trucs. Et dans mon parcours, en fait, on se rend compte d'une chose, mais qui est claire, c'est qu'il y a le parcours classique en voulant suivre un modèle, qui n'était peut-être pas le mien. Et ensuite, il y a un autre parcours qui est là, où j'ai vraiment abordé les choses, mais de manière très instinctive. Je me suis vraiment laissé guider par ce que j'aimais faire et tout. Et c'est avéré que dans ce parcours-là, j'ai fait essentiellement, j'ai fait que des choses que j'aimais. Et j'ai réussi en fait à maîtriser certaines bases en un très peu de temps. Mais moi, en fait, dans ma façon de fonctionner, pour moi, c'est un jeu. Tu arrives dans un milieu, il y a des règles, il y a un but à atteindre, et il y a ce facteur de performance. Chacun a son super pouvoir, tu vois. Toi, tu as ton super pouvoir, les autres personnes ont leur super pouvoir, ok, c'est super. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas vraiment perfectionner dans la voie que tu as décidé? En fait, ça va être le fait d'avoir trouvé ton super pouvoir. Et ça, tu as ça que dans les jeux vidéo, en fait. Et puis quand tu parles de super pouvoir, tu dis, ouais, mais alors, dans la vraie vie, arrête tes bêtises. Tu vois. Ouais, mais non. Mais à mon sens, hein, tu sais, alors à vérifier, hein, mais il me semble que on est tous des êtres humains, d'accord? On a tous les mêmes gènes, on a tous les mêmes. Ok? Par contre, il y a 0,01% de nos gènes qui fait qu'on est tous différents. C'est minime, mais pour moi, là, ce 0,01% de gènes qui fait qu'on est tous différents, à mon sens, hein, c'est ça qui fait qu'on est différent des autres. Ça ne veut pas dire meilleur que les autres ou moins bon, non, on est juste différent. Mais ce qui fait à un moment donné que, pour moi, on a tous un super pouvoir, c'est qu'à un moment donné, tu vas avoir des personnes, dès qu'ils ont trouvé leur super pouvoir, ils s'accomplissent de ouf dans tout ce qu'ils font. Il y a des personnes qui sont encore en train de chercher, qui hésitent à essayer et qui se disent, ouais, c'est peut-être pas mon truc, c'est peut-être pas ci, c'est peut-être pas ça. Mais je regarde les personnes qui ont réussi, elles n'ont pas du tout le même parcours. Chaque personne a son parcours. Tu as des personnes, c'est plutôt des outsiders. Ils vont pas suivre une ligne directrice bien protocolaire, comme à la fac, etc., pour réussir. Non, eux, ils sortent des clous, ils créent leur modèle de réussite. Tu as des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise sur tout ce qui est protocolaire. Ils vont suivre une carrière bien spécifique et savent que, ok, en fait, ça, c'est leur truc. Et à un moment donné, en fait, à mon sens, on a perdu ce truc-là, là, que, ok, il y a un modèle de réussite qui existe, mais il y en a d'autres. Il y a des personnes qui s'accomplissent, qui n'ont même pas eu, qui ont eu aucun diplôme. Le seul diplôme qu'ils ont eu, c'est la vie. Wow. Mais la vie, ça, c'est un vrai diplôme, ça. Ça. Moi, mais totalement. Moi, ça me fait penser aussi à ce rapport à l'échec et surtout le fait de se connaître, en fait. Parce que toi, tu me dis que tu as fait un bilan de compétences, mais je veux dire, le bilan de compétences, c'est pas tout le monde qui le fait. Tu vois, c'est pas tout le monde qui le fait, c'est des choses, tu dois prendre quand même du recul par rapport à toi, il faut avoir aussi de l'humilité pour aller faire ce genre de recherche sur soi-même, tu vois. Parce qu'on parle souvent de mission de vie, de légende personnelle, tu sais, toutes ces notions-là, mais je veux dire, il y a ce qu'il y a dans les livres, et encore une fois, ça, on en revient à ce que tu fais. On en revient à ce que tu fais par rapport à la mission de vie. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose que tout le monde doit rechercher ou pas pour être épanoui? Ah voilà, c'est une vraie question que tu me poses. Par rapport à la mission de vie, alors après, ça dépend des paradigmes. Mission de vie, légende personnelle, ça va dépendre après des croyances. Mais à mon sens, oui, c'est quelque chose d'important. Parce que la mission de vie va te permettre de te donner déjà un état des lieux de là où tu es, ce qui s'est passé avant, et l'endroit vers lequel tu es en train de faire ton chemin. Tu sais, la vision, elle donne la direction. Et c'est important d'avoir la vision dans laquelle tu vas. Ça te permet en fait, de savoir quelles actions tu dois mettre en place, quels objectifs tu dois atteindre pour atteindre ton goal, tu vois, ton but de vie. Il faut que tu aies un idéal de vie. Sinon, ta vie, elle va être monotone. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Si à un moment donné, tu es là, tu n'as pas de but dans la vie, tu restes dans ton lit, en fait, la vie, elle va être très monotone, tu vois. Totalement. Ça va être très bizarre. Mais pour moi, hein, c'est important de l'avoir. Aujourd'hui, on le voit en fait, dans le milieu professionnel. Regarde le Covid.
On a quoi? C'est tous les Français, hein, je crois. Il y a plus de 99% des Français qui sont restés bloqués chez eux. Les autres, c'était des soignants, des docteurs et tout. Tout le monde était bloqué à la maison. Et là, en fait, on a eu des dépressions, on a eu des grosses remises en question, on a eu des démissions. Il y a des personnes qui, mentalement, étaient très très mal. On a des personnes qui étaient malades, en fait. Juste le fait de rester chez soi. À mon sens, c'est une dinguerie. Ouais. T'es chez toi, t'es censé être bien, tu vois. Mais on s'est rendu compte de quoi? Que des personnes se sont posées des questions des questions très Problématique. pragmatiques, merci. Déjà, il y a des personnes qui se sont rendues compte de quoi? Ok, je me lève, mais là, j'ai plus la pression du travail. C'est-à-dire que le fait d'aller au travail, ça me met une pression. Ok. Ensuite, on a des personnes qui se sont dit, mais j'ai des compétences de fou, mais je mets ces compétences-là au service d'une entreprise, alors qu'en réalité, c'est moi, en fait, à la base, tu vois. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas heureux. Ils ont très vite vu la différence entre quand ils n'ont pas d'obligation, j'allais dire des obligations salariales, ils n'ont pas d'obligation professionnelle, le fait d'aller au travail et tout, et le fait de se dire, ok, là, je dois rester chez moi, je dois me focaliser que sur moi, j'ai que ça à faire. Ils ont vu cette différence-là, ils ont vu quoi aussi? Ils ont vu qu'à un moment donné, bah, peut-être qu'il y avait une perte de sens. Le fait de se dire, mais pourquoi je vais travailler, en fait? Hormis le salaire. Parce que le salaire, c'est bien, mais le salaire ne fait pas tout. L'argent, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Si tu vas au travail, que tu es toujours mal dans ta tête, que tu tapes une crise, crise d'anxiété, crise d'angoisse ou dépression, burn-out, tu vois, les burn-out, on en a eu plein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on parle des burn-out, on ne parle pas juste de la classe sociale très moyenne ou la masse. Hein. On a des PDG qu'on câblé. Hein. Les PDG, ils ont de l'argent, mais qu'est-ce qui a fait que? À un moment donné, c'est le sens. Et la mission de vie, parce que c'est le terme un peu marketing qui est donné, mais dans la mission de vie, en fait, on te donne le sens, en fait. Le sens que tu dois prendre. Qu'est-ce qui fait que toi, c'est Kenzo, c'est pas Hakim? Qu'est-ce qui fait que toi, c'est pas Hakim ou c'est pas Marina, etc., etc. Il y a quelque chose comme ça qui fait que tu es quelqu'un de très spécial, tu es quelqu'un d'unique. On est tous semblables, on a tous quelque chose d'unique. Et c'est cette part unique-là qui est en nous qu'on doit exploiter. Et après, tu sais, c'est comme dans la nature. Dès que la graine, tu l'as trouvée, tu l'arroses, elle donne un tronc, elle donne des feuilles, elle donne des fruits, et là, il y a un jardin qui se crée. Et à mon sens, ouais, ça c'est important, parce qu'aujourd'hui, on le voit très bien, beaucoup de personnes sont dans ils sont dans des parcours professionnels très, très waouh, tu vois, mais on se rend compte qu'ils sont pas heureux. C'est vrai. Même des célébrités aussi. Ouais, des célébrités, on voit plein de célébrités qui font des crises soit des crises cardiaques, qui font des dépressions, parce que tout ça, il y a de la charge, hein, il y a du stress derrière. Tu vois, et à chaque niveau, il y a son lot de charge. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si t'es pas bien, c'est bizarre. Vas-y, vas-y. Sans diaboliser le fait d'être célèbre, parce qu'il y a aussi ce côté de, oui, toutes les célébrités, en réalité, elles craquent. Parce que c'est fou, hein. On peut aussi être très très riche, être dans l'abondance, selon moi, et être très heureux et épanoui sur le plan spirituel. Parce qu'il y a aussi bien sûr. ce poids de mesure. Oui, 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 il y a ça aussi. Hein. Mais c'est vrai que là, on parlait beaucoup du côté un peu tout ça. Oui, mais tout ça pour dire qu'en réalité, quand un être humain est dans une activité où il est dans une vie où il n'y a pas de sens, il tombe très vite dans des problématiques comme des problèmes liés à la santé mentale et tout. Et dans quelque chose de très, très mécanique. C'est ce qui différencie l'humain des robots. Le robot, il va faire tout le temps la même chose. Lui, il est programmé pour une seule et même fonction. C'est le programme que tu as mis à l'intérieur. L'humain, c'est différent. Il va être dans l'interaction, il va parler à du monde, etc. Et il est là pour vivre, tu vois. Mais quand il n'a pas de sens, là, tout de suite, ça cause énormément de dégâts, ça cause plein de problèmes de santé, tu vois. Et ces problèmes de santé-là, personne n'aime être malade, tu vois. Personne n'aime être malade. Mais quand il n'y a pas de sens dans les choses qu'on fait, ça perd de son sens. Donc forcément, on n'est plus dans la construction de la croissance, on est dans de la déconstruction ou... Ouais, on est en train de démolir quelqu'un, hein, tout simplement. Et c'est très chaud. C'est très, très chaud. J'ai une question qui me vient là. Est-ce que tu as eu des mentors? Ouais. Des mentors. Mais est-ce que là, à l'heure actuelle, tu as soit des sportifs, des célébrités ou des entrepreneurs, des personnes qui t'inspirent dans ton domaine? Déjà, Kobe Bryant, oufissime. Lui, ce que je retiens chez lui, là, c'est la rage de vaincre. Le fait d'être devant une problématique et dire que, ouais, en fait, la problématique, là, c'est juste le niveau de base. C'est ce qu'il y a après, là, qui est important. Kobe Bryant, sans hésiter. Du coup, Michael Jordan aussi, obligatoirement. Will Smith. Will Smith pour ça. Ouais. Will Smith. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Musique, cinéma et tout l'impact qu'il y a eu derrière. C'est incroyable. Il a ouvert des portes incroyables. Si tu regardes Le Prince de Bel-Air,
Regarde dans Le Prince de Bel-Air, toutes les actrices qui sont passées dedans, tous les acteurs qui sont passés dans cette série. C'est des références aujourd'hui. Vivica Fox, Naya Long, c'est incroyable ce qu'il a fait. Incroyable ce qu'il a fait. Avec DJ Jazzy Jeff, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il a fait. Donc, Will Smith, il y en a beaucoup. Bon, Anthony Robbins, parce que ce qu'il a fait avec la PNL, c'est oufissime. Sur le plan mondial, c'est waouh ce qu'il a fait. Qui d'autre? Petit mot ici pour un peu, on va dire, vulgariser aussi ce terme-là. Rapidement, c'est quoi la PNL? Parce qu'on en parle souvent, et peut-être que celles et ceux qui nous regardent ne savent pas forcément ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la PNL? La PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. C'est une méthode de coaching où dedans, tu vas avoir de l'hypnose, de la thérapie et d'autres sciences. Et c'est des sciences en fait, qui vont te permettre... En fait, c'est des sciences qui sont là pour améliorer l'humain. Donc, on va travailler sur la physiologie, sur des modèles en fait, qui sont issus des personnes qui ont le plus réussi dans le monde. Il y a Richard Bandler, John Grinder. C'était deux étudiants. Ils sont mis en connexion, ils ont travaillé à l'université et on leur a demandé d'aller étudier les plus grands modèles de réussite et de regarder en fait l'essence de ce qui se retrouvait chez eux en fait. Ensuite, ils en ont créé un modèle. En fait, la PNL, c'est ça, c'est la modélisation des modèles de réussite. C'est juste ça. Ok. Et du coup, aujourd'hui, ça là, mais en fait, c'est devenu un domaine comme un autre où tu peux te faire former, tu apprends des choses. Après, tu as les fondamentaux, technicien, praticien, maître praticien, enseignant, coach PNL, c'est des choses qui sont aujourd'hui accessibles. Et l'avantage, c'est que tout le monde peut en bénéficier, tu sais, c'est très ouvert. Vraiment, je recommande à tout le monde de faire des formations en PNL, dans des vrais instituts. Ok, de se former en PNL. Ouais. Franchement, à mon sens, tout le monde en a besoin. Moi, j'en ai fait aussi. J'en fais avec mes clients, c'est cool. Ok. On va en revenir ici à l'inspiration. Et il y a une question qui me vient. Toi, quelle est ta vision? Où est-ce que tu te vois dans 3 ans, dans 5 ans? Qu'est-ce que tu te vois accomplir? Dans 3 ans, dans 5 ans et dans 10 ans? Ouais. Dans 3 ans. Alors, dans 3 ans, là, il va falloir commencer à créer une famille. Hein. Donc là, on verra comment ça se passe jusqu'à là. Mais en tout cas, dans 3 ans, là, c'est avoir un centre de formation, pouvoir accueillir des professionnels, des entrepreneurs, des mères de famille, des étudiants aussi, pour les former sur certaines sciences, et aussi sur du coaching, leur apporter un maximum de soft skills. Donc pour ceux qui ne savent pas, les soft skills, c'est les compétences comportementales. Donc donnant, tu as de la confiance en soi, prise de parole en public, négociation, lecture rapide, technique de prise de notes. Ça, c'est des choses qui sont essentielles pour tous, à mon sens. Donc c'est vraiment ce centre de formation-là qui me tient à cœur, où chaque personne va pouvoir venir se former, que tu sois dans le domaine du bâtiment, que tu sois dans les affaires, que tu sois même mère de famille, étudiant, tu sais que tu vas pouvoir trouver des compétences qui vont te permettre d'être meilleur en fait. L'idée, c'est vraiment de travailler sur le savoir-être et aussi sur le savoir-faire. Ça, donc on sera en 2015. Aussi des allers-retours entre ici et l'étranger, parce que j'ai envie aussi de développer les services pour ma clientèle aussi qui est à l'étranger, parce que j'ai des personnes que je suis à l'étranger aussi, mais c'est essentiellement du online. Là, j'ai vraiment envie de faire en sorte qu'il y ait du physique, donc que ce soit des séminaires ou même des ateliers de groupe. On se voit en physique, on travaille là-dessus. Pour moi, ça, c'est important. Aussi, d'autres projets qui sont en train de se mettre en place sur les côtés, comme des projets dans lesquels je contribue, que ce soit des after school, et des projets aussi pour les entrepreneurs et les groupes d'entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, je suis dans un projet qui s'appelle l'esprit entrepreneurial, et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train de mettre à bien leur activité, sont en train de cheminer, c'est très bien. Par contre, ils ont souvent ce que j'appelle le syndrome du cosmonaute. Qu'est-ce que c'est? Le cosmonaute, c'est celui qui va sur sa planète, qui est en train de développer son activité, mais il est tout seul en fait. Il oublie qu'il a des clients, il oublie qu'il y a des partenaires, il oublie qu'il a des confrères, il oublie qu'il est dans un marché où il y a des besoins, pas forcément ceux que lui il a repérés, mais des besoins réels, importants et urgents. Et c'est quelque chose qui arrive très vite aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, je me rends compte. Il y a énormément d'entrepreneurs qui sont là, qui ont un talent énorme, mais qui ont du mal à trouver leur clientèle, qui ont du mal à travailler aussi, de développer leurs idées et tout, et qui ont besoin de se raccrocher, que ce soit à un groupe, ou que ce soit se rapprocher même avec des partenaires. Donc là, ce qu'on est en train de créer, c'est des espèces de mastermind en fait. On réunit plusieurs entrepreneurs dans un cadre bien précis, et quand on les rejoint dans ce cadre bien précis, on les fait travailler via des modèles
des techniques de travail qui sont déjà utilisées chez Google, chez Apple, chez Carrefour, où l'idée, en fait, c'est à travers le collectif, on arrive à trouver des solutions, on les aide à penser différemment, et on travaille avec différentes formes d'intelligence, en fait. Wow. Donc là, on a déjà commencé à faire ça, on fait des masterminds avec une dizaine de personnes, et après, on a pour vocation de créer des week-ends totales, où le but, c'est quoi? C'est qu'on prend un groupe d'entrepreneurs, pendant un week-end, on les fait travailler. Et on a déjà expérimenté ça, on a créé tout ce qui est en train de se passer là, cette année-là, on l'a déjà fait en fait, on avait déjà tout préparé en un week-end. On a fait des choses incroyables. Et là, on a envie vraiment de partager ça à un maximum de personnes. Ok. Parce que travailler, c'est bien, mais ce qui bug des fois, c'est l'environnement dans lequel on est. Tu vois, des fois, on a du mal à travailler chez soi. On a du mal aussi à prendre le temps aussi. Aujourd'hui, on court après le temps. Et là, l'idée, c'est de prendre ce temps-là et vraiment de travailler efficacement. Tu sais que quand tu vas avoir l'esprit entrepreneurial, on va travailler, si on te dit on travaille de 8h à 16h, tu vas travailler de 8h à 16h dans des conditions optimales, avec des techniques de travail bien propres à nous, mais qui créent du résultat énorme. Et ensuite, ben, tu sais que tu as tout ce qu'il te faut en fait pour mettre à bien ton activité. Pour être plus productif surtout. Et c'est ça, ouais, surtout. Être productif et aussi apprendre à travailler avec les autres. Ouais. Parce qu'un entrepreneur, à mon sens, c'est quelqu'un aussi qui écoute énormément. Donc, que ce soit les problématiques des autres, ou alors les conseils des autres, parce que tu as des personnes qui ont d'autres modes de fonctionnement que le tien. Mais... Et ces personnes-là ont un feedback à te faire. Et le feedback, à mon sens, c'est quelque chose qui est hyper précieux. Moi, je sais que si j'ai réussi à très vite avancer sur les domaines que je maîtrise aujourd'hui, c'est parce que j'étais vraiment à la recherche de feedback. Mais les feedbacks, je les ai pris. Alors, bien sûr, des feedbacks constructifs, hein, mais c'est vraiment. Il y a un de mes mentors, il m'a toujours appris à travailler les feedbacks. Il me disait que le feedback soit bon ou mauvais, rappelle-toi qu'il y a quelque chose derrière que tu dois comprendre. Il y a une leçon et un enseignement que tu dois trouver derrière. Wow. Et ensuite, tu crées des solutions. Ok, ok. Et là, on parle vraiment des entrepreneurs, des adultes, mais je sais aussi que tu as une casquette de professeur par rapport aux enfants. Est-ce Ouais. que tu peux nous en dire un peu plus, parce que tu fais aussi des enfants? Ouais. Dans quel cadre tu es amené à coacher les enfants et en quoi c'est important aussi de s'adresser aussi aux enfants? Hum. Alors, la casquette des enfants, c'est vrai que ça, c'était vraiment assez spécial. C'était pas prévu au programme. Euh, En fait, cette année, non, en 2021, c'est là en fait où j'ai commencé à ouvrir un peu plus le champ sur ma clientèle, etc. J'ai développé ma clientèle. Donc, j'ai commencé à faire des ateliers beaucoup plus publics. Avant, c'était essentiellement privé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais énormément de parents qui me disaient, OK, Kenzo, c'est très bien ce que tu nous apportes, on adore, mais est-ce que tu fais les enfants? Parce que les enfants, là, c'est chaud. Et quand ils m'ont dit ça, bah, j'aurais dit non. Justement, ce que je veux faire, justement, c'est créer une école de soft skills où les enfants, en fait, vont pouvoir apprendre très tôt des choses essentielles comme la confiance en soi, l'estime de soi, la communication, toutes ces choses-là que moi, j'avais pas apprises et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ça avait fait des barrières, en fait, tu vois. Ça avait créé des barrières. Et je sais que certaines élites ont déjà ça. Je me dis, OK, ces élites-là les ont. Ça existe. Ouais, ces élites-là les ont, mais nous, on doit avoir les moyens pour mettre ça en place. Aujourd'hui, tout est disponible. Et la première réponse que je leur ai sortie, c'est que, bah, écoutez, là, OK, mais là, tout de suite, j'ai pas le. Si j'accueille vos enfants, je veux que ce soit dans un cadre bien précis, où je sais ce que je vais leur apporter, je sais que ça va créer du résultat, et vos enfants, ce sera pas. euh, on va pas être dans l'à peu près, ça va être les premiers de leur classe. Et ce qui s'est passé, c'est que fin d'année, alors j'ai eu une business coach qui s'appelle Cookie Tavares, que je salue d'ailleurs, qui m'a contacté et qui m'a dit, ouais, Kenzo, il faut qu'on travaille ensemble. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, j'ai dit oui, on va travailler ensemble, mais le temps qu'on coordonne nos deux agendas, en fait, c'est passé peut-être 10 mois. C'est compliqué, Ouais, hein. à chaque fois, elle m'envoyait des messages. Ouais. On s'est re pendant l'été 2021. Ouais, Kenzo, on doit bosser ensemble, il faut qu'on se planifie un call. Je dis, ouais, on va se planifier le call. Mais là, c'est chaud. Je suis en train de préparer des ateliers, j'ai des accompagnements. Ça va très vite. Et en fait, un soir, elle m'envoie un message et je lui renvoie un message. Je lui dis, tu sais quoi? On va s'appeler maintenant. On s'appelle maintenant. Il devait être 2h du matin, un truc comme ça. On a dit, parce qu'en vrai, ça fait presque un an, on essaie de savoir. Elle m'envoyait des messages et j'ai pas toujours le temps. J'ai en vrai, si on s'appelle pas là, je sais très bien qu'on va pas s'appeler. Parce que quand tu regardais la conversation, faut qu'on s'appelle. Ouais, on va s'appeler, nanana. Et en fait, tout le long de la conversation, c'est ça. Et on s'appelle et tout. Et elle me dit, écoute, là, j'ai un projet, ça s'appelle la CASA, Kids Coaching Academy. On accompagne les enfants. On veut faire en sorte que ces enfants deviennent des leaders. On veut leur apporter tout ce que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir très tôt, en fait.
J'ai dit, mais c'est intéressant, dis-moi en plus. C'est quoi les valeurs que tu prônes, etc. C'est quoi ta vision aussi, parce que c'est important de savoir quelle est la direction qu'elle veut prendre. Elle me dit, écoute, moi, j'ai des enfants et j'ai des parents autour de moi qui ont des enfants. Et en fait, pendant le Covid, l'école s'était arrêtée. Et il a fallu trouver une solution. Parce que tu peux pas garder ton enfant. Ton enfant va pas à l'école, mais qu'est-ce qu'il va prendre? L'enfant, c'est une éponge. J'ai l'impression que tu lui apportes des choses, tu vois. Et elle m'a dit, elle avait créé une école en ligne. Une after school en ligne. Je dis, mais c'est chaud ce que tu as fait là. C'est violent, très violent. J'ai dit, mais c'est excellent ça. J'ai dit, t'as combien d'enfants? Il dit, ah, j'en ai 180. Oh. C'est pas rien, quoi. J'ai dit, du coup, de quoi t'as besoin? Il dit, bah écoute, j'ai vu ton évolution, je sais ce que tu proposes, tu proposes de la lecture rapide, t'as un certain bagage dans tes développement personnel, je sais que tu peux apporter aux enfants. Nous, moi, je veux que tu intègres l'équipe. J'ai dit, bah écoute, ça tombe très bien, j'ai des parents justement qui cherchent ça. On s'est mis d'accord et on a dit, bah c'est bon, go, on y va. Et du coup, bah, ça fait déjà quelques mois là que je suis avec la Kids Coaching Academy. Donc moi, je suis là, j'ai la casquette du professeur développement personnel, lecture rapide, dans tout ce qui est partie aussi mindset. Après, il n'y a pas que moi, il y a aussi d'autres personnes qui sont très talentueuses. On a Conérine, elle, c'est l'art oratoire. On a Magosa, donc lui, c'est l'afroculture. On a Afrocratie, enfin son nom sur Instagram, c'est Afrocratie. Lui aussi, lui, c'est la partie afroculture. On a du coup la présidente Cookie Tavares qui est là aussi. Elle, c'est intelligence financière, mindset. Ouais, l'équipe est grosse et ça, il y a encore des choses qui vont arriver. Bon, là, je ne vais pas les dire là, Bien sûr, ce sera bien à elle d'en sûr. parler. Mais du coup, ouais, c'est une after school en ligne à l'intérieur de cette after school là. Et il y a Tierno aussi que j'ai oublié, pardon. Il y a Tierno aussi qui est avec nous, qui fait un excellent travail aussi. Donc, cette after school, la Kids Coaching Academy, on fait de l'afroculture, de l'intelligence financière, de la prise de parole en public, donc de la communication aussi, du développement personnel, donc tout ce qui est confiance en soi, intelligence émotionnelle. Aussi, là, j'ai fait un module où je leur apprends qu'ils ont différentes formes d'intelligence, donc on développe ça aussi. Et c'est pour les enfants, si je ne dis pas de bêtises, de 5 ans à 16 ans. Oh. Donc là, c'est ce qu'on fait maintenant. Donc c'est premier dimanche du mois, dernier dimanche du mois. Il y a d'autres modules qui arrivent là, mais Ouais, et ouais, franchement, bah, c'est très très fort. C'est vraiment très très fort. Là, je crois qu'on a dépassé les 200 aujourd'hui. Et c'est waouh. en fait, Accompagner des enfants comme ça, là, c'est... en fait, moi, le truc qui me met une baffe, c'est que bah, t'es un expert en lecture rapide. Et donc, du coup, je me dis qu'il y a des enfants qui vont maîtriser la lecture rapide. Ouais, Donc, ouais. c'est possible, en fait, que des enfants soient là avec tous ces skills-là. Et c'est ouf, parce que quand tu vois, en fait, bah, l'école moderne, sans cracher, enfin, l'école moderne, l'école d'aujourd'hui, l'école de Jules Ferry, hein, sans cracher sur ce système-là, bah, je veux dire, on est toujours là à lire lentement, on est toujours là Ouais, ouais, à ouais. des modèles classiques, quoi. Donc, c'est juste ouf que vous puissiez offrir tout ça en 2022. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que l'école aujourd'hui, elle a beaucoup de responsabilités. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le système éducatif, il est pas bon ou mauvais. Non, il apporte énormément de choses. C'est juste qu'aujourd'hui, entre les réalités que les enfants rencontrent aujourd'hui, l'école a énormément, enfin, l'éducation nationale a énormément de responsabilités aujourd'hui. Et là, c'est très bien parce qu'on voit aujourd'hui que tout le monde doit contribuer à l'éducation des enfants. Que ce soit les professeurs, les directeurs d'école, les parents, les enfants, les grands frères, les grandes sœurs, les oncles, les tantes, tout le monde doit y contribuer. Genre, parce que des fois, on se dit, non, c'est l'école qui doit donner tout ça. Non, l'école, ils vont te donner un parcours qui va te permettre d'avoir un diplôme, d'apprendre certaines choses aussi sur la culture que tu dois avoir, etc. Mais l'éducation, c'est une question d'ordre global, tu vois. Même quand tu vas dans un magasin, à mon sens, tout le monde a son rôle, tu vois. Si à un moment donné, tu vois un enfant qui fait n'importe quoi et qui est tout seul, bon, ton rôle, c'est de recadrer l'enfant. Même si c'est pas le tien, mais à un moment donné, tu es dans un environnement où il y a des règles, tu dois respecter ces règles-là. Et tout le monde a sa part, en tout cas. Quand on a un enfant devant nous, tout le monde a sa part de contribution. Tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la lecture rapide, aujourd'hui, c'est possible. Après, de par mon expérience, pour moi, à la base, l'enfant sait lire rapidement. C'est juste le conditionnement qui va faire qu'à un moment donné, il va prendre des habitudes de lecture qui vont être différentes. Il va lire des livres qu'il n'apprécie pas forcément. Moi, je sais que moi, au CP, ça a bloqué tout de suite. Tu vois. C'est-à-dire que du CP jusqu'à mes 26 ans, allergique à la lecture. Ah ouais. Ouais, ouais, pas de livres. Les BD, ça va. Mais non. Non, non, non. La lecture, franchement, c'était... Oh! Parce que quand on entend lecture rapide, même tu me dis ça, mais quand on entend lecture rapide, je me dis, mais comment ça, moi, la première fois que tu m'en as parlé,
Et puis même, genre, j'en avais déjà entendu parler, mais tu vois, moi, je me dis, mais comment ça, tu dis que les gens, ils sont là, ils font ça et ils arrivent à lire, là. Comment toi, ça t'est venu? Tu t'es instinctivement formé ou t'as rencontré même quelqu'un qui t'a mis une baffe, en fait? Comment ça t'est venu, la lecture rapide? À lecture rapide, euh, ouais, il y a la version sexy, mais il y a la version... Non, on va dire le vrai truc. On va dire le vrai truc. En fait, la lecture rapide, comment j'ai rencontré ça? J'étais parti en vacances. J'étais parti en vacances. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en partant en vacances, je sais plus pourquoi, je travaillais le sujet des relations. Comment est-ce que ça fonctionne, les relations hommes-femmes et tout. C'est un sujet que j'appréciais déjà. Et j'avais besoin d'approfondir ça. Et en fait, j'avais trouvé un livre. Je crois que c'était Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, Ouais. John Gray, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, il y aura pas mal d'heures de vol. Il faut que j'ai un truc à lire, tu vois. Je me suis dit, bon, je vais prendre un livre. Alors qu'à la base, la lecture, c'était pas trop ça. Et en fait, je prends le livre avec moi, et la semaine se passe, c'est très bien, et vient le jour où, en fait, il n'y avait pas d'activité. À la base, on avait fait une semaine que des activités, et il y avait un jour, on a dit, bon, là, c'est détente. On va profiter du soleil, de la plage et tout. Non, de la piscine, pardon. Et du coup, je me mets sur une chaise longue, je me pose, soleil, je me dis, bon, là, on va commencer à lire, et je me mets à lire le livre, en fait. Et j'avais tellement d'intérêt pour le livre que j'ai fini le livre en 2 heures. Oh. Ouais, ouais, j'avais fini le livre en 2 heures, j'avais compris les concepts, ça arrivait très très vite, j'avais déjà les modèles et tout. Je me suis dit, ok, du coup, quand une personne dit ça, c'est qu'il y a ça, ok. Et du coup, j'échange ce que j'avais appris dans le livre autour de moi et tout. Et je me rends compte qu'entre 14 heures et 16 heures, j'avais fini le livre. Je me dis, mais attends, c'est chaud. Alors qu'à la base, je ne lis pas de livre. Tu Ouais, vois. c'était venu tout seul. Ouais, je crois que c'était le deuxième livre que j'avais lu. Le livre d'avant, c'était Père riche, Père pauvre. Je l'ai lu en presque un an, tu vois. Je faisais un chapitre par mois. Donc, 1 an et 2 heures. Ok. Ouais, ouais. Et je me dis, mais c'est chaud quand même. Mais moi, ce qui m'avait choqué, c'était pas le fait que j'avais fini le livre en un temps qui pour moi était un temps record. C'était le fait que j'avais appris énormément de choses. C'est après j'ai compris. Parce qu'il y a une des personnes qui était avec moi, c'est une grande lectrice, donc pour elle, finir un livre comme ça, c'est simple. Et du coup, on rentre en France. Et là, je me dis, mais attends, mais quand même, j'ai fini un livre en 2 heures. Je me rappelle du livre. J'ai même les concepts et tout. J'ai pris des notes. Je me dis, c'est chaud. Et je réessaie ça. Je vois que ça marche pas. Je me dis, ok, donc déjà, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a des paramètres à regarder. Et du coup, à ce moment-là, en fait, quand j'étais rentré en France, j'étais en train de me former sur la communication avec un de mes formateurs qui s'appelle Steve. Et c'est avéré que Steve, aujourd'hui, est l'expert en lecture rapide sur le plan mondial, meilleur formateur d'Europe, peut-être l'un des meilleurs formateurs au monde. Steve Abdelkarim. Steve Abdelkarim, moi, que je salue aussi. Et aujourd'hui, c'est la référence à lecture rapide. Par contre, attention, les personnes, quand on leur dit lecture rapide, ils pensent que tu prends un livre, c'est bon, Totalement. ou tu sautes des lignes et tout. Non, Moi, le premier. Hein. Ouais, ouais. Si tu me racontes, tu parles de lecture rapide. Ouais. Ouais, mais la lecture rapide, c'est une vraie. C'est réel, hein. Il y a des concours de lecture rapide. D'accord? Quand je parle de concours, il y a des championnats du monde de lecture rapide. Tu as un livre qui n'est jamais sorti, donc c'est une exclusivité. Tu ouvres ce livre, tu as 2 heures, tu lis le livre, après tu as des questions bien précises et tu dois répondre. La France a gagné des médailles d'or, avant c'était les Chinois. Steve, il a créé une équipe, ils sont tous partis en Asie. Je crois même c'est lui qui a introduit la France au championnat du monde de lecture rapide. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Wow. Et à l'époque, je l'avais rencontré, il me formait en communication et c'était le formateur de lecture rapide à l'heure actuelle. Il commençait et tout. Je dis, mais c'est intéressant ça, tu fais de la lecture rapide. Du coup, bah, je me suis fait former et je me suis rendu compte que ce que lui, il donnait en fait dans ses formations, c'était très similaire à ce que j'avais fait quand j'étais en vacances en fait en Espagne. Et je me suis dit, ah ok, c'est pour ça. Donc après, tu as différentes approches. Mais lui, l'approche qu'il donnait, elle me parlait beaucoup plus parce que c'était vraiment très similaire à ce que moi j'avais déjà mis en pratique en fait. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, je me suis fait former avec lui. J'ai réussi à reproduire ça, j'ai même optimisé mes méthodes de lecture. Et après, parce qu'à la base, j'aime pas lire. Hein. C'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça, c'est juste que j'apprends. Mais si demain tu me donnes un roman, je vais dire, bon, pourquoi pas, mais je vais pas le lire en lecture rapide, tu vois. Et dès que j'ai vu que ça, c'était vraiment possible, c'était une compétence, que c'est une science, lecture rapide, c'est trop stylé. Je me suis dit, ok, ben écoute, je vais le faire. Et j'ai commencé à le faire. Du coup, je me suis dit, bon, ce que j'aime faire, c'est tout ce qui est psychologie,
mindset. J'ai commencé à lire des livres que sur le mindset. 10 livres, 20 livres, ça allait hyper vite. Et même pendant le Covid, j'ai terrassé plusieurs livres et je me suis rendu compte que ouais, c'est possible. On peut se former en lisant des livres et après en allant en formation, en mettant en application tout ce qu'on a appris. Et ça allait hyper vite. Et ensuite, ce qui s'est passé, des personnes autour de moi avaient besoin de cette compétence-là. De ce super pouvoir. Ouais, on va dire de super pouvoir. Et après, j'ai commencé à donner un atelier où je crois au début, il y avait 5 personnes. C'était un atelier où il y avait 5 personnes. C'était juste pour dépanner une collègue, tu vois, qui s'appelle Darik, que je salue aussi, qui m'a dit, ouais, j'arrive pas à lire des livres et tout. Pour moi, tout le monde maîtrisait ça. J'ai dit, mais j'entends tout le monde lire des livres. Pour moi, c'était, tu vois, je dis, mais tout le monde lit des livres, donc tout le monde maîtrise ça, tu vois. Pour moi, c'était juste la lecture normale. Et ensuite, elle m'a dit, non, 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 j'ai des livres qui sont à la maison, je galère, j'en lis pas un seul, c'est chaud. J'ai dit, bon, attends, tu sais quoi, je vais faire un atelier, si t'es chaude, tu viens, je te donne ce que moi je connais sur la lecture rapide, et après, tranquille. Elle me dit, ouais, vas-y, c'est bon. Et en fait, le temps passe, j'avais pensé à son atelier, j'avais déjà préparé, mais j'avais pas communiqué dessus. Elle me relance, ouais, Kenzo, l'atelier, sors l'atelier, s'il te plaît, nanana. Du coup, en mois de novembre, je commence à caler une date. Je dis, bon, je vais faire une formation en lecture rapide, enfin un atelier. Je vais vous donner les bases, ce que moi je mets en pratique. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, écoutez, en tout cas, je vous aurais donné ça. Je fais l'atelier, je crée l'atelier, il devait y avoir 5 participants, on fait l'atelier. À la fin, waouh, on connaissait pas. Pour moi, tout le monde connaissait tout ce que j'avais donné. Donc, j'ai donné des tips sur le mindset, comment mémoriser aussi, etc. Ils avaient kiffé. Et ensuite, après, je me suis dit, ok, je vais le redonner une deuxième fois. Je vais le redonner une deuxième fois. À la base, je donnais une fois par an. Parce que je me suis dit, bon, donner des ateliers de lecture rapide. Ouais, c'est chronophage, pas. Ouais, c'est. Et pour moi, en fait, ce que je donnais, c'était normal, en fait. C'était tellement normal. Je me suis dit, non, pour moi, mais tout le monde maîtrise ce que je donne, en fait. Et je me suis rendu compte que non. Et ensuite, après, ça s'est répété. Donc, j'ai fait ça une fois par an, ensuite, une fois tous les 3 mois. Et après, une fois tous les 2 mois. Et là, aujourd'hui, comme tu l'as vu je crois à travers Instagram, en 48 heures, plus de place. C'est de la folie, en fait. Sold out. Ouais, ouais, les personnes viennent. Là, aujourd'hui encore, on m'en demande. À la fin de mes ateliers, il y a des personnes qui me demandent, ah, mais du coup, c'est quand la lecture rapide et tout. Donc, voilà. Mais ça, c'est quelque chose de naturel à la base, lecture rapide. C'est juste qu'il faut. Tu sais, quand tu lis, ton cerveau, il va dans tous les sens. L'idée, c'est de recentrer ça et de reprendre les bonnes méthodes de lecture. Parce que les méthodes on nous apprend pas vraiment la lecture à l'école. On nous apprend à lire les phrases et tout, mais on nous apprend pas à exploiter un document de manière efficace. Et ce qui est intéressant avec la lecture, c'est que pour moi, c'est un exercice de l'esprit. Tu vois, c'est comme la méditation. Okay. Quand tu es en train de rouler sur l'autoroute, les panneaux, tu les lis pas comme quand tu lis un livre. L'information, elle vient directement. Ton cerveau, il est connecté. C'est comme quand tu lis des sous-titres. Au début, faut dire la vérité, c'est chiant. Ouais, mais après, à un moment donné, c'est fluide. Et en fait, l'idée, c'est de reproduire les mêmes mécanismes à travers la lecture que tu as quand tu as un livre dans les mains, en fait, tout simplement. Et après, tu peux lire. Alors, 2 heures, c'est très bien. Mais si tu fais un après-midi, déjà, c'est très, très bien aussi. Tu vois, moi, je me rappelle d'une personne qui était dans un de mes ateliers. Lui, il avait un strabisme, tu vois. Ouais. Donc, les personnes qui ont des problèmes aux yeux, c'est très compliqué la lecture. Soit ils s'endorment, soit l'activité oculaire fait que tu es très vite fatigué, ça te sollicite beaucoup de force. Enfin, c'est très frustrant de se dire j'ai un livre, je vais pas au bout. Des fois, je vais pas au bout de la feuille. Et juste avec des méthodes, en recalibrant certains trucs, il a terminé son livre alors que ça faisait 6 mois qu'il le regardait, tu vois. Et je me dis, quand je vois une personne comme ça qui ouvre plus de livres, qui est beaucoup plus dans l'assurance, qui est beaucoup plus concentrée, qui arrive à finir un livre, je me dis, mais ça, c'est puissant. C'est excellent. Et oui, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, aujourd'hui, on lit très mal. En France, on n'est pas des bons lecteurs. Hein. On ne sait pas lire, on ne sait pas vraiment lire comme il faudrait. Ouais, on n'a pas les bonnes méthodes en tout cas. La méthode bon, déjà le doigt c'est très bien, mais la méthode du syllabe par syllabe, c'est bien au début parce que tu apprends les syllabes, la phonétique et tout. Après, tu te rends compte que c'est vite limité. C'est très très déjà on te donne des livres à lire que tu n'aimes pas. Genre moi je me rappelle, j'avais Cro-Blanc. C'était genre, même là, je t'en parle, là, je sens que... Ça dit à remonter. Il y a un truc déjà là, je crois qu'il y a un truc que j'ai pas encore travaillé là. Mais Cro-Blanc, oh, Jack London, je l'apprécie beaucoup. Mais ce livre-là, il m'a traumatisé de la lecture. Hein. Aujourd'hui, en quoi consiste ton activité? Là, pour en gros synthétiser et vraiment mettre une note de fin, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Tu focalises sur les entrepreneurs, sur les enfants, mais en gros, en quoi ça consiste? Est-ce que tu fais que de la lecture rapide? Tu fais quoi d'autre? Ah, je fais plusieurs trucs. Donc, il y a la partie soft skills.
Donc, moi, en fait, l'idée, c'est que à travers les ateliers que je propose aux personnes, aux entrepreneurs, aux mères de famille, aux étudiants, c'est que ces personnes-là, en fait, apprennent des compétences, ce qu'on appelle les compétences transverses. Ils apprennent des compétences qui vont leur être utiles, peu importe le domaine dans lequel ils sont, peu importe l'environnement, le lieu. En fait, ils vont être capables de maîtriser ça, en fait. Donc, excuse-moi de te couper, on n'est pas forcément, on n'est pas obligé d'être un entrepreneur, voilà quoi, dans un domaine bien précis ou quelqu'un qui veut faire énormément d'argent pour venir prendre des formations chez Kenzo Zen. Non, du tout. L'idée, en fait, c'est d'être efficace et de se dire que l'objectif, c'est de croître, tu vois. L'objectif, d'abord, c'est la croissance. Euh, Ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à évoluer, n'arrivent pas à avancer dans leur domaine de compétences, c'est qu'ils ont soit des programmes, donc des croyances qui sont là, qui sont à balayer, soit ils n'ont pas les méthodes directement, ou alors ils n'arrivent pas en tout cas à changer. Parce que tu vois, le changement, c'est une science. Euh, on dit que pour, ok, qui veut peut, ok, c'est vrai, qui veut peut. Mais le changement, c'est une science, hein. Tout le monde n'arrive pas à changer. Ah, totalement, alors qu'il y en a qui veulent, hein. Il y en a qui Ouais, il y en veulent. a qui veulent. Mais tu vois, il y a des programmes qui sont là, qui font qu'à un moment donné, tu dis non, en fait, la zone de confort, c'est très bien. Là, je sais que je maîtrise et tout. Mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend, le changement, tu vois. Et à mon sens, le changement, dès que tu commences à comprendre comment le mindset fonctionne, comment ton cerveau fonctionne, c'est quoi les paramètres, qu'est-ce que tu peux lui apporter, qu'est-ce que tu peux guérir, enlever, là, tu commences à t'approcher de cette zone-là où tu dis, ouais, en fait, je suis limité. Et moi, c'est ce que j'ai fait par rapport à mon parcours. J'ai fait du sport à haut niveau, j'ai fait aussi de la musique, j'ai fait du coaching, de la formation. Tu vois, je sais qu'aujourd'hui, sur le plan du coaching, je sais que je suis très bon parce que j'ai réussi à faire ce que certains psychologues n'arrivent pas à faire aujourd'hui en un an avec des clients. Ça, j'ai réussi à le faire en 3 mois. Je suis vraiment content de ça et je me dis qu'en réalité, à partir du moment où tu enlèves cette case limite, tu sais qu'en travaillant sur toi et en travaillant aussi sur ton mindset, ta façon d'appréhender les choses, euh, toutes ces choses-là, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est, moi, j'en suis persuadé. On est tous des êtres illimités, tu vois. Maintenant, il faut travailler sur ces programmes-là, là. Ok, tu sais que tu vas arriver d'un point A à un point B. Si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui bug? C'est qu'il y a des choses qui sont là. Est-ce que c'est tes compétences? Est-ce que c'est ton comportement? Est-ce que c'est tes croyances? Est-ce que c'est ton système de valeurs? Est-ce que c'est le fait aussi de ne pas savoir qui t'es vraiment? Est-ce que c'est l'environnement dans lequel t'es? Ça, c'est des choses, en fait, que tu dois maîtriser. Mais maintenant, tout le monde n'a pas ces connaissances-là. Et moi, justement, je leur apporte ces compétences-là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne qui vient me voir, qui me dit elle a tel projet, ok, moi je sais que par rapport à ce que j'ai déjà appris et par rapport aux soft skills que j'ai réussi à maîtriser, en fait, je vais être capable de lui donner les outils nécessaires qui vont faire que, non pas qu'elle ait les compétences techniques pour son domaine d'activité, c'est pas ça, mais c'est qu'elle ait les compétences comportementales efficaces et évidentes pour qu'elle puisse exceller dans son domaine, tu vois. Parce que, à mon sens, tout ce qui est croyance, valeurs, environnement, toutes ces choses-là, là, c'est ce qui nous empêche de nous accomplir. Mais c'est pas qu'on, à un moment donné, en fait, tu dois avoir les bonnes informations, tu dois avoir les bons comportements, et tu dois avoir aussi des, ce qu'on appelle des données stables, tu vois, dans certaines sciences. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir des données, c'est d'avoir la donnée qu'il te faut dans tel contexte, Totalement. tu vois. Parce que il y a combien de livres aujourd'hui à la Fnac? Tu vas à la Fnac, tu as combien de livres? Ouais, mais c'est pas tous les livres qu'il te faut. C'est le livre qui va te permettre de développer telle compétence. C'est pour ça qu'on fait des ateliers sur la lecture rapide, la communication efficace dans le milieu professionnel, travailler sur ces systèmes de croyances. Tu vois, parce qu'on a tous on a tous des systèmes qui sont là, des systèmes, pardon. On a tous des croyances qui sont là qu'on doit balayer. On a hérité de certaines croyances aussi qui sont à balayer, notamment sur l'argent. Tu vois, sur l'argent, je sais que moi, j'ai fait un gros travail dessus. Pour moi, au début, gagner 1 000 euros, c'était un billet quand même. On va parler de l'argent Tu aussi, vois? on va terminer Ouais, ça. ouais. Tu vois, c'est un billet. Tu te rends compte qu'en fait, les croyances, soit te permettent de faire les choses, soit t'empêchent de faire les choses. C'est pour ça qu'à mon sens, il y a deux types de croyances. Croyances limitantes, croyances aidantes, moi j'appelle ça des tremplins. Et à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a des croyances limitantes qui sont là, qui t'empêchent de t'épanouir. Et moi, j'ai jamais été fan du système où tu as une étiquette, tu fais ça du début à la fin. Non. Pour moi, on est tous multipotentiels. Tu vois, tu À prends. tous. Pour moi, alors ma croyance, c'est qu'on est tous multipotentiels. Pourquoi? Moi, je suis grand frère, je suis le fils de quelqu'un, je suis formateur, je suis coach, DJ, j'ai fait de la photo, j'ai fait du basket, et je sais que dans ces milieux-là, dans ces domaines-là, je m'épanouis. Si j'étais pas un être multipotentiel, je me serais arrêté à une casquette. Je suis l'enfant de tel, tu vois. Moi, mon rôle, c'est d'être dans la famille, de faire ça, uniquement ça. Non.
Non, non, non. Pour moi, la vie, c'est un buffet, il faut juste se servir. C'est un jeu aussi, parce qu'il faut connaître les règles. Tu peux pas tout faire non plus. Tu as 24 heures dans une journée. À un moment donné, il faut prioriser. Mais on peut tous faire ça. Regarde les personnes qui réussissent. Tu as des personnes qui réussissent, qui ont excellé dans le domaine dans lequel ils étaient en train de upgrade. Et après, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à développer des activités sur le côté. Ils ont commencé à investir dans l'eau, ils ont commencé à faire Maître Gims. Je trouve son parcours hyper stylé. Lui, à la base, c'est la chanson. Pour ceux qui ont connu Maître Gims à l'époque, lui, il chantait, c'était des trucs d'opéra. Ouais. Il faisait des trucs hyper stylés. Mais à côté, il dessine. À côté, il est très chaud en mode. À côté, il a des idées, mais que certains n'arrivent pas à comprendre. Il a des idées, mais des idées du futur. Il a même des idées de projets. J'espère qu'il va les mettre en place, parce que c'est abusé ce qu'il fait. La façon dont il pense et tout. Il y a plein de gens comme ça. Il y avait un coach que j'avais rencontré. Lui, il était dans ça. C'était un homme d'affaires italien. Mhm. Et il m'a dit, Kenzo, à chaque fois que tu abordes un sujet, rappelle-toi toujours, il faut que tu aies une casquette. Il faut toujours que tu aies une casquette. Quand tu es chez toi, tu as la casquette de soit l'enfant, soit le père. C'est OK. Quand tu arrives au travail, tu as la casquette du gars qui est au travail. Quand tu arrives au sport, tu as la casquette du sportif. Et il me dit ça. Il me dit, mais en fait, c'est que ça. Quand les gens vont comprendre ça, ils vont arrêter de se noyer dans les est-ce que je suis à ma place, je sais pas quoi. Il m'a dit, mais c'est ça en fait. Et le mindset, c'est trop important. Tu as des personnes qui arrivent dans un endroit, ils arrivent au travail, ils sont encore dans la casquette je suis l'épouse d'eux. Ouais, dans ma vie, ça va pas, il y a ci, il y a ça. Je dis pas que c'est pas important, Ouais, c'est très important. Mais à un moment donné, sur le plan du mindset, ils n'arrivent pas à faire la limite. Tu vois? Et à mon sens, on est tous multipotentiels. Maintenant, il y a des personnes qui sont très fortes dans un seul domaine et c'est très bien aussi, hein. ouais. C'est très très bien. Concernant l'argent, on va terminer sur ça. Ouais. Concernant l'argent, du coup, toi, qu'est-ce qui t'a limité? Est-ce que tu arriverais à dire aujourd'hui qu'est-ce qui t'a limité par rapport à l'argent? Parce qu'on te voit même parfois l'afficher au niveau de tes ambitions sans gêne, hein, de vouloir voilà, gagner une certaine somme d'argent. C'est pas tout le monde qui voudrait être millionnaire en plus. Et qu'est-ce qui a fait que justement tu t'autorises en fait le fait d'avoir accès à ces sommes-là? Parce que c'est pas donné à tout le monde. On se dit, pour la plupart des gens, je pense, hein, et même moi par rapport à celles et ceux que je côtoie parfois, Ouais. je me dis, ils pensent même pas toucher peut-être même ne serait-ce que 500 000 euros par mois. C'est quelque chose qui est inenvisageable, tu vois. Qu'est-ce qui fait que toi, dans ta tête, tu te dis maintenant, c'est chill? Ah ouais, par rapport à ça, alors, déjà, je suis issu d'une famille où on a vraiment des fortes valeurs, tu vois. On a des fortes valeurs. Je sais que mes parents, ils ont fait un travail énorme avec moi et mes frères et sœurs, parce qu'ils ont vraiment insisté sur euh, les valeurs, l'éducation, comment se comporter avec les autres, respecter les autres, savoir qu'on a des bases familiales qui sont là, euh, et que l'objectif vraiment, c'est de croître, tu vois. Ils ont vraiment insisté là-dessus. Je les remercie encore parce que ce qu'ils ont fait, à mon sens, c'est oufissime. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des mentors. Mes parents et mes grands-parents, pour moi, c'est mes mentors aussi, tu vois. C'est juste que j'en parle pas parce que on les garde à l'abri, mais pour moi, c'est mes premiers mentors. Ils m'ont appris. Il y a même des choses qu'ils m'ont dit j'ai peut-être 10 ans. Aujourd'hui, carrément, j'apprends encore, tu vois. Une chose qui m'avait étonné, c'est que de par les personnes que j'ai rencontrées déjà dans un premier temps, c'était des personnes qui avaient énormément d'argent. Quand je dis énormément, c'est vraiment des personnes qui, euh, sur le plan professionnel, en fait, ils ont un certain succès financier. Un gros succès financier même. Et je me rendais compte que leur façon de vivre n'était pas du tout la même que nous, en fait, que même les personnes comme moi. Je me suis dit à un moment donné, ok, moi je suis issu de la masse, hein, simple. Et eux, en fait, ils avaient une façon de vivre qui était, par contre, je trouve, j'imagine qu'il y avait des problématiques, mais c'était pas les mêmes, tu vois. C'était pas du tout les mêmes. Moi, j'ai connu les deux univers, tu vois. Bon, j'ai extrapolé un peu la chose. Quand j'étais à l'école, quand j'étais au lycée, par exemple, j'ai connu les fils de dirigeants qui étaient dans le lycée d'en face, et j'ai connu des personnes qui étaient issues de certains quartiers ou qui avaient une condition, enfin, qui avaient une situation financière un peu fragile, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment, vraiment deux univers différents. À mon sens, il n'y en a pas un meilleur qu'un autre, hein. Il n'y en a pas un meilleur qu'un autre, c'est juste que c'est des réalités différentes, tu vois. Moi, j'avais kiffé être en cité avec certaines personnes et tout. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait, sur le plan de l'argent, par exemple, c'était pas les mêmes raisonnements. Et à mon sens, si on va travailler tous les jours,
Dans le premier temps, c'est pour l'argent. Ouais, tout le monde, on a hâte de se mentir. On va tous Pour bosser moi, pour pour l'argent. moi c'est l'argent. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, ouais, mais non, je suis pas d'accord avec toi et tout. J'ai dit, ok, mais si demain, t'as pas envie d'aller travailler, tu fais quoi? Tu vas travailler ou tu restes chez toi? Si t'as pas envie d'aller travailler, tu vas aller travailler parce que tu as un contrat. Et si t'as pas de contrat, tu perds ton emploi. Si tu perds ton emploi, t'as plus d'entrée d'argent. Et à mon sens, c'est ça, tu vois. Et c'est vrai que sur ce plan-là, moi, là-bas, je m'étais dit, ok, quand je vais commencer à toucher les premiers millions, je sais très bien ce que je vais faire et tout. Et bah, en fait, j'ai vu qu'il y avait besoin de faire un certain travail là-dessus. À un moment donné, moi, quand j'ai fait quand je commence à me former à tout ce qui est développement personnel, psychologie, coaching et tout, je me suis dit, ouais, mais là, c'est bon, le concept du mental, j'ai compris. Mais il y a autre chose que j'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'on fait pour créer de l'argent? Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des personnes, je connais des personnes pour créer de l'argent, c'est très simple. Très, très simple. J'ai rencontré une Canadienne là récemment qui fait partie des meilleurs copywriters du Canada. Mais pour elle, elle a des idées. Tu prends le temps avec elle, elle va te sortir 10 idées à l'heure, en fait. Mais des idées, mais tellement palpables, tellement sensées. Je me dis, mais c'est incroyable, en fait, ce que tu fais. Et je me suis rendu compte que c'était encore une fois deux modes de pensée différentes. Et dans tout ce qui est loi de l'attraction, on t'explique que, en fait, tout est abondance, en fait. Tu attires ce que tu es, etc. J'ai dit ça, ok. Ok, mais comment est-ce que je fais pour attirer à moi un vrai taf avec un salaire waouh, tu vois. Parce que des fois, on pose des questions aux gens où on dit, ok, combien est-ce que tu aimerais toucher? Il y a des gens qui disent 2000, 3000. Je dis, mais pourquoi tu dis pas 50 000, 100 000, 200 000? Et moi, ça va. Rien que ça. Ouais. Rien que ça. Et moi, ça m'a toujours choqué. Et après, un jour, en fait, j'ai fait un truc tout simple. J'ai pris une calculette. J'ai regardé combien il me fallait de temps pour toucher 1 million d'euros. Ah, si on part de la base que je touche 2000 € par mois et tout, je vois qu'il fallait des vies, en fait. J'ai dit, mais c'est chaud. Ça veut dire qu'en une seule vie, tu peux pas toucher 1 million d'euros. Et il y a des gens, ils touchent ça au calme, en fait, en quelques mois. J'ai dit, non, mais il y a un problème, en fait. Et je me suis rendu compte qu'encore une fois, autour de moi, quand je disais ça, soit je passais pour le mec avare, ou le mec qui Arrogant. arrogant, qui veut de l'argent et tout, ou d'autres personnes après me comprenaient et disaient, ouais, ok, ça va, tu as des ambitions et tout. Mais en réalité, pour moi, quand tu arrives à générer de l'argent, c'est que tu as créé tellement de valeur, tu as aidé tellement de personnes, qu'à un moment donné, en fait, ça se matérialise. Parce que combien de personnes ont des idées qui vont apparemment sauver la planète? Il y en a beaucoup qui ont des idées, mais en réalité, à un moment donné, l'argent que tu arrives à générer, c'est parce que tu as aidé tellement de personnes autour de toi, tu as créé tellement de valeur, qu'à un moment donné, en fait, ça t'est rendu comme quoi? Comme de. Bah, en fait, c'est de l'argent que tu génères, en fait. Et c'est en ce sens-là où je me dis, ok, quand tu arrives à impacter tellement de monde comme ça, c'est là où tu vois, en fait, le fruit. Et après, pour moi, le fait de réussir sur le plan financier, c'est le résultat de tout ce qui a été fait avant, tu vois. Maintenant, pour répondre à ta question, le travail qui avait été fait, bah, c'est de travailler sur mes croyances, en fait. Ok, mes croyances par rapport à l'argent. Déjà, comment l'argent arrive, comment ça fonctionne, parce qu'on parle d'argent, mais ok, l'argent, c'est palpable, mais très peu de personnes savent comment l'argent fonctionne. Tu prends deux personnes. Une personne qui a le mindset investisseur, il prend de l'argent pour créer de l'argent, et une personne qui a un mindset différent, l'argent, c'est pour se faire plaisir. Mais tu vois que c'est deux modes de vie différents, deux façons de voir les choses différentes, et j'ai envie de dire deux pourquoi totalement différents. Mais quand tu regardes sur le moyen terme, tu en as un qui a généré tellement de valeur qu'à un moment donné, en fait, ça se fructifie, et l'autre qui est toujours dans cette idée de manque, en fait. Et j'ai connu les deux, hein. Franchement, j'ai connu le moment où en fait tu as de l'argent et tu te sens hyper bien, et le moment en fait où tu manques d'argent et tu dis, ouais, là c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, la sensation est totalement différente. Et c'est même pas. Pour moi, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, pour moi, le but de la vie, c'est pas être riche, hein. C'est juste d'être bien. Mais je sais que sur le plan financier, en fait, c'est une résultante. Moi, j'ai vu des personnes qui avaient de l'argent qui se sentaient pas bien. J'ai vu des personnes qui avaient très peu d'argent qui se sentaient très bien. Mais c'est leur gestion de l'argent qui a fait que. Ok. Tu vois, la gestion financière, aujourd'hui, si tu me montres tes relevés bancaires, je peux te dire comment tu fonctionnes, je peux te dire ta façon de penser, je peux même te donner plein de choses sur toi que peut-être tu te rends pas compte, sur tes schémas, tu vois. Mais encore une fois, si je dis que mon cap, là, c'est le million d'euros, parce que quand j'aurais fait le million d'euros, par rapport à la voie que j'aurais pris, c'est que j'aurais aidé tellement de personnes qu'à un moment donné, en fait, c'est les chiffres qui vont parler. Les chiffres que j'ai choisis, c'est le côté financier. Après, il y a un autre chiffre que j'aurais pu prendre, c'est le nombre de personnes que j'ai aidées, tu vois. Mais à mon sens, c'est comme ça que tu le vois, tu Ok. vois. Euh,
Et encore une fois, il faut être à l'aise avec ça parce que tu vois un footballeur, Ouais. il fait des millions par an. On se pose même pas la question. Mais est-ce que les gens savent comment le foot génère de l'argent? C'est ça aussi. Dans le foot, tu as les paris, tu as les contrats, tu as la publicité, tu as les marques, tu as les sponsors, tu as tout, tu as l'impact, tu as tous les produits qui sont générés autour, tu as les services. L'univers du foot, il est énorme, mais ça pose pas de problème aux gens. Mais quand on ramène ce même modèle-là sur le plan d'une personne qui est facile d'accès, genre, mais la personne, elle peut plus que son cul, pardon pour le terme, hein. On va dire que Disons les choses. ouais, mais on va dire que mais la personne, elle abuse, elle se prend pour qui, etc. Non, mais arrêtons. Moi, j'ai vu des personnes péter le cap des millions. C'est des personnes avec qui je parlais, que j'avais déjà vu en face de moi. Je me suis dit, en fait, c'est accessible à tout le monde. C'est des humains. Ouais, c'est des humains, en fait. Ils ont du sang qui coule dans tes veines. Si tu leur coupes le bras, du sang va sortir. Mais tu vois, juste le fait de se dire que c'est anormal, ça montre qu'il y a il y a un blocage, en fait. Et pour moi, c'est ce blocage-là qu'il faut enlever. Parce que disons-nous la vérité, quand tu as des enfants, tu penses plus pareil, hein. Moi, j'ai vu des connaissances que j'ai rencontrées dès qu'ils ont eu des enfants. Il n'y a même plus de questions 1 million ou quoi. Ils ont dit, mais bien sûr, si demain je dois gagner 10 millions, je vois il y a un chemin pour faire 10 millions, je vais faire 10 millions. Et allez. Parce que les enfants, c'est comment en fait? Tu vois? Et à mon sens, en tout cas, ça c'est une de mes ambitions, je veux que mes petits-enfants, quand ils vont commencer à faire leur chemin, je sais qu'ils auront une certaine stabilité. Ils vont se dire, ok, l'ancien là, il a fait le taf, et maintenant on peut faire les choses. Là, l'empire est en train de se faire là, tu vois. Il n'y aura pas la question de est-ce que je dois enlever tel blocage, tel blocage, tel blocage. Si ce blocage, je le garde, je vais le donner à mes enfants. Et de par mon éducation, ça va répercuter sur les autres enfants. Tout à l'heure, on parlait de ça. Et en fait, tu te rends compte que ça, là, c'est vraiment... Pour moi, ça, c'est une éducation. L'intelligence financière, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des personnes, tu vois... Je crois récemment, il y a un jeune qui a gagné 1 million d'euros, je crois. Ou 7 millions d'euros. L'histoire de l'éboueur, non? Non, c'est pas ça. Il y a aussi l'histoire de l'éboueur, tu vois. Mais il y a un jeune, il a gagné Mais il a pété le score, hein. Je crois qu'il a fait plus d'1 million d'euros. Ouais. Il a défoncé ça en quelques jours. Comment tu fais pour dépenser 1 million? Et c'est possible, hein. Mais comment tu fais pour défoncer 1 million d'euros en quelques jours? Mais c'est qu'il y a un truc qui va pas, en fait. C'est quoi? C'est le mindset. T'es pas dans de l'investissement, t'es dans de la dépense, en fait. T'es dans du... Je dépense pour me faire du bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les personnes gagnent au loto, elles doivent passer des tests. Parce que avoir 1 million d'euros dans les mains, c'est chaud, hein. Tout le monde ne maîtrise pas, hein. Il y en a, ils pètent un plomb. Il y en a, ils font des crises. Il y en a, ils finissent endettés. T'as 1 million d'euros, t'es endetté. T'as même pas d'obligation, t'es endetté. Il y a un problème. Là, il y a un problème. Et ça, tu vois, cette chose-là, en tout cas, moi, je veux me préserver de ça dans un premier temps. Et je veux que les personnes qui sont autour de moi soient préservées de ça. Parce que la première chose que je leur souhaite, c'est le succès. À tous les niveaux. Que ce soit financier, sur le plan de la santé, sur tous les aspects de leur vie. Je leur souhaite vraiment ça. Qu'ils puissent prospérer et que plus tard, en fait, on se voit sur un bateau. Je t'appelle Hakim, t'es où? Bon, viens, on va à Dubaï ou on va à Abidjan, on va siroter un cocktail, tranquille. Tu viens avec ton équipe, on se pose. Et après, tu reprends ton hélico, tu vas là où tu dois aller. Et ça, c'est trop bien, ça. Et c'est pour tout le monde. Ah ouais, pour tout le monde. Tout le monde mérite de voir ça. Tout le monde mérite de vivre ça. Et c'est oufissime. Et je sais c'est quoi d'avoir des factures. Et il faut dire la vérité, c'est chiant. C'est chiant. Et tu vois, même sur le plan du bien-être, en fait, tu te sens pas bien quand tu dis tu dois payer, mais t'as pas le truc. Et ça, c'est une obligation. Enfin, en tout cas, dans le système dans lequel on est, le pouvoir monétaire, c'est quelque chose. Le pouvoir monétaire, économique, pardon. Ça pèse. Tu pèses 1 million, on va pas t'écouter que quand tu pèses 30K, tu vois. Totalement. C'est pas pareil du tout. Mais si tu veux améliorer ton monde, l'argent en fait partie. Il y a la façon d'être, il y a le bien-être, il y a le savoir-être, c'est vrai. L'argent, ça en fait partie. Maintenant, il y a des personnes qui sont d'accord, d'autres pas d'accord. Et de toute façon, ils paient des factures aussi. Donc, quoi qu'il arrive, c'est là. Il y a cet aspect aussi visualisation. Est-ce que c'est quelque chose je m'entends beaucoup parler? Ouais. Et je sais aussi que tu es un expert dans le domaine. Hein. En quoi ça t'a aidé? Est-ce que c'est réel, ça, la visualisation? Et bien sûr que c'est réel. Ah, attends, je vais te donner un exemple simple. Quand tu étais petit, tu croyais au Père Noël ou pas? Ouais. Ok. Le fait de croire au Père Noël, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté des cadeaux. Des cadeaux. Ça m'a apporté des cadeaux, beaucoup de cadeaux. Ok. 25 décembre, hein? Ouais. Ok. Il se passait quoi le 24? 24, c'était le réveillon. Le réveillon, ok, t'étais comment? Est-ce que tu te rappelles dans quelle vibe t'étais? J'étais grave content, tout excité à l'idée de recevoir les futurs cadeaux. Ok. Tu croyais au Père Noël? Ouais. Pour toi, le Père Noël, il allait arriver et tout. Ouais. T'étais excité la veille, tu dormais, t'étais là, ouah, le lendemain, cadeau et tout. Tu vois que
Le fait de visualiser le fait que un Père Noël va venir te poser des cadeaux le jour de Noël, tu étais dans un état d'être spécial, tu étais excité, tu étais bien, tu étais même enjaillé à l'idée de te réveiller le lendemain. Tu vois? Mais tout ça, c'est des choses que tu visualisais. Tu l'as jamais vu en vrai, ça se trouve le Père Noël, tu vois. Mais tu étais à l'aise, tu te sentais bien et tu étais content, tu vois. Et tu avais un dynamisme. Ça veut dire que quand tu allais dormir, tu étais content d'aller dormir, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu étais content d'aller dormir, tu vois. Le lendemain, les cadeaux sont là, super. Le jour, on t'a dit, il n'y a pas de Père Noël, c'est les parents. C'est un autre mood. Ouais, c'est un autre monde. Et puis, du coup, bah, là, les cadeaux, ils arrivent moins fréquemment. Tu vois? Mais tu vois, mais c'est un autre mood. Et en fait, c'est ça. La façon dont tu visualises les choses. Tu vois, là, on est assis sur des fauteuils, des supports fauteuils d'ailleurs. Quand tu es assis sur un fauteuil, il faut savoir que la personne qui a designé ce fauteuil-là, elle a vu la chose déjà dans son esprit. Ensuite, après, elle a fait un schéma, elle a fait un croquis. Ensuite, elle l'a envoyé à quelqu'un qui après a créé la matière pour, tu vois, que ce soit les coussins et autres, pour pouvoir le faire. En fait, tout démarre de là. Tout démarre de là. Les professionnels, tu vois, les sportifs de haut niveau, parce que quelque chose que j'ai pas dit aussi, je suis préparateur mental aussi pour une équipe de basket. Ouais. Ça, j'ai pas dit. L'équipe nationale. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, les préparateurs, les sportifs de haut niveau, avant une compétition, on les prépare mentalement. Mais tu sais ce qu'on fait? On les emmène sur le lieu du crime. Le lieu du crime, c'est quoi? C'est le terrain. Pour qu'ils visualisent déjà le match. J'ai compris ensuite, plus tard, que ceux qui font de l'athlétisme, ben, eux font la même chose. Avant de courir sur une piste, ils vont sur cette piste-là et ils se visualisent en train de courir. Ce qui va se passer sur le plan de ton mental, c'est que tu as des schémas neuronaux qui vont se créer. D'accord? Ces schémas neuronaux, en fait, c'est comme des espèces de prises, comme ça, zzz, avec de l'électricité. Ça va créer des schémas et ça fait en sorte à ce que déjà, mentalement, le schéma soit déjà créé. D'accord? Quand le schéma est créé, pour toi, en fait, tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus accessible. Les réflexes sont pas les mêmes, tu vois. T'as pas besoin de réfléchir. C'est comme on dit, c'est instinctif. Quand tu crées ces schémas neuronaux, le jour en fait où tu as besoin d'enclencher le comportement que tu veux, en fait, c'est beaucoup plus instinctif. Tu vas être directement dans l'action et tu vas voir le résultat. Maintenant, pour en revenir à la visualisation, il y a tout ce qu'on dit, loi de l'attraction, etc. Il y a des personnes qui croient, d'autres qui n'y croient pas. Qu'on le veuille ou pas, le monde dans lequel on est, il est physique, mais en même temps, si tu regardes les atomes, on est constitué d'atomes. Dans les atomes, tu as de l'énergie. Il y a deux choses qui font que... Il y a deux paramètres essentiels hein, qu'il faut maîtriser en tout temps. C'est le temps et l'attention. Ton attention, c'est quoi? Là où tu mets ton attention, c'est là où ton énergie va. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, ton énergie, tu sais que c'est là. C'est pas palpable, mais tu sais que c'est là. Ta Wi-Fi, tu la vois? Ah, ben non. Ta Wi-Fi, tu la vois pas, mais elle existe. L'attention, c'est la même chose. Là où tu portes ton attention, c'est là où ton énergie va. Et à un moment donné, en fait, je peux te prendre plusieurs modèles, mais on va juste s'arrêter aux neurones miroirs. Pendant qu'on est en train de parler, on a des neurones qui sont en train de se connecter entre eux. Pourquoi? Parce que juste le fait de te parler, ça va entraîner chez toi des images. Et en fait, l'image que j'ai, je vais te la transmettre aussi. Juste à travers une parole. Et ça va créer de la résonance au niveau de ton cerveau. Donc, il y a des schémas neuronaux qui sont en train de se faire. Les mêmes que j'ai là. Tu vois, là, depuis tout à l'heure, tu secoues la tête parce que ce que je t'ai dit là, c'est en train de résonner chez toi. Donc, tu le vois aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout fonctionne comme ça dans l'univers. Tout fonctionne comme ça. C'est pour ça que je dis, la vie est un jeu, il suffit juste de connaître les règles. Quand tu connais les règles, tu sais comment les choses fonctionnent. En fait, ça fonctionne comme ça. Donc la visualisation, c'est évident, c'est essentiel. Évident, c'est essentiel. Les chefs d'entreprise le font tous les matins. Sportifs de haut niveau le font tout le temps. Même avant un match. T'as qui encore? Les artistes aussi. Les artistes aussi. Bah, les artistes avant une presta, les artistes aussi avant de créer un son. Je connais pas mal de compositeurs. Bah, avant d'avoir le son dans le Logic, dans le logiciel, le son il est dans ta tête. Hein. Et il faut que tu penses, il faut que tu prépares. C'est ça la préparation. C'est comme quand tu fais un plat. Ouais. On aime bien manger. Quand tu fais un plat, il faut que déjà tu sentes le goût avant de le faire. C'est essentiel. Essentiel. Et j'invite toutes les personnes à voir les personnes qui font de la visualisation, de la méditation. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à prouver. Scientifiquement parlant, il y a des résultats énormes. Il y a des résultats énormes. Donc oui, visualiser, c'est important. Si tu visualises pas, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu vas dans ce qu'on appelle de l'inconnu, de l'à peu près. Tu sais pas vraiment ce que tu vas avoir le lendemain. Et ça, tu es obligé de le préparer intérieurement. Tu vois, quand tu fais une scène, quand tu prépares par exemple, une interview, quand tu prépares une journée,
tu es obligé de la visualiser. Nos anciens, ils faisaient ça avant. Enfin, avant, ils le font toujours. Ils visualisent tout le temps le lendemain. Ce qu'on appelle la préparation, en fait. C'est juste ça, la visualisation. C'est de la préparation. Et ensuite, tu vas être capable, quand les événements sont devant toi, tu vas être capable de les appréhender, de les accueillir, en fait. Tu vois, si je te dis demain, on parlait du million. Ouais. Faut que tu sois préparé à ce que le million, il arrive. On se prépare. On se prépare. On se prépare. On se prépare. Mais maintenant, il se passe quoi? T'es pas préparé à recevoir le million. Et demain, tu as quelqu'un comme Warren Buffett qui arrive à côté de toi. Ou tu as une personne qui a une opportunité de ouf. Il te dit pas que c'est 1 million. Mais il te dit qu'aujourd'hui, il est sur un projet crypto-monnaie. Bitcoin, par exemple. Il a 10 bitcoins qui sont à côté là. 10 bitcoins, tu peux. Ouais, 10. Bon, t'es pas encore au million, mais tu vas y arriver au calme, tu vois. Tu as un projet comme ça qui est à côté de toi. Si t'es pas capable de te préparer mentalement à te dire, il y a quelque chose comme ça qui va arriver. Tu vas voir le truc, tu vas dire, c'est vite fait en fait. C'est comme la passe juste avant de marquer le but. Si t'es pas prêt à mettre le but, tu vas pas le mettre le but. Tu peux même être devant les cages avec le ballon en face de toi, tu vas pas mettre le but parce que t'es pas préparé. Et la visualisation, c'est ça. Pour moi, c'est la science de la préparation. Mais ça, il faut que tu sois capable de le voir déjà dans ton esprit pour pouvoir ensuite le voir physiquement. La femme de ta vie, c'est pareil. Si t'es pas prête à ce qu'elle arrive, tu vas faire ta vie tranquillement. Tu vas voir des miss passer et tout. Mais toi, dans ta vie, t'es pas préparé à avoir la femme de ta vie. Mais c'est après, quand tu vas te préparer, tu vas dire, ah ouais, mais attends. Mais pour moi, la femme de ma vie, c'est une personne qui est comme ça, qui est à l'écoute, attentionnée, qui me comprend, à qui j'ai une bonne communication, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas attirer cette personne. Tu vas attirer cette personne. Mais encore pire, tu vas te rendre compte que ça se trouve, il y avait des profils comme ça qui étaient déjà là, mais tu n'étais pas préparé à les accueillir. En fait, oui, c'est obligatoire la préparation. Il n'y a rien qui se fait sans préparation. Non. Rien du tout. Non. Mais la nourriture, c'est le meilleur. On est d'accord là-dessus. Sur ce point-là, on va clôturer. En tout cas, moi, sache que je te remercie, Kenzo, de m'avoir accordé du temps. Merci à toi. C'était toute ta contribution et toute la richesse que tu m'as apporté, que tu nous as apporté à tous celles et ceux qui vous nous regardez aujourd'hui. Sachez que vous pouvez retrouver Kenzo sur Instagram. Vous pourrez aussi le retrouver sur différentes conférences en physique, que ce soit en France ou aussi à l'étranger. Ouais, à l'étranger, il y a des conférences à l'étranger là qui sont en train d'arriver. Ça va être très stylé. Il y a mon site internet qui va arriver aussi, kenzoassani.com. Ça va être cool. Ok, donc on a des scoops aussi. Notez bien, tout ça, ça arrive très très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre, c'est l'homme à suivre en 2022 et aussi pour toutes les années qui vont suivre. Et n'hésitez pas également pour plus de contenu, plus d'interviews et plus de concepts à vous abonner à la chaîne Hope juste ici. Je vous mets aussi l'Instagram de Kenzo Hassani juste ici. Et puis voilà, tout simplement. Encore merci à toi, Kenzo. Merci à vous, merci à Hope. Franchement, ce que vous faites, c'est excellent. Franchement, merci pour l'invitation. Vous avez été top. L'équipe est top. L'équipe est carrée.